allez bien? On se retrouve ce soir. Et donc, pour ceux qui ont vu l'aléa du direct juste avant, euh, avec Gwendoline qui va nous partager ce soir son témoignage vis-à-vis de certains traumatismes sexuels et certains traumatismes relationnels qu'elle a vécu dans son enfance. Je rigole, mais ce n'est pas du tout un sujet qui est drôle. On va ce soir aborder un thème qui est beaucoup plus intime et tabou. Elle va nous expliquer aussi son joli parcours à travers des zones de fragilité qu'on a pu à moindre ou plus degré connaître chacune. Donc on va lancer le live. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre fidélité sur ces podcasts. Je dis ces podcasts parce que c'est surtout nos podcasts. C'est vraiment un plaisir d'avoir de plus en plus de personnes qui aiment se livrer en tout cas en live et qui permettent à d'autres de prendre conscience que parfois la parole libère. Donc ce soir, comme je le disais, on va recevoir Gwendoline qui va nous expliquer son parcours de vie, mais aussi la façon dont elle a fait face à certaines épreuves et à quel point sa résilience en tout cas l'a rendue aussi épanouie et devenir celle qu'elle est. Donc je lance enfin le live avec ce compte invité du Social Club. C'était une sacrée histoire de créer ce faux compte parce que de base, de l'espace compte. Donc voilà, normalement l'invitation est lancée. Elle devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai l'impression que là, ça a l'air de marcher. Attends, je sais pourquoi j'entends rien. C'est parce que j'ai pas mis d'écouteurs. Ça commence bien. Me dis pas que ça refait la même chose. Je vois que là c'est en train de tourner. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, c'est que c'est pas mon bonsoir pour faire des lives. J'entends déjà. Ah, ça y est, j'entends. Oui, ça tourne, ça charge, mais Ouais. je ne vois pas. Mais bon, en tout cas, j'entends. C'est déjà bien. C'est déjà mieux que ce que c'était tout à l'heure. Bon, après, on n'a pas la vidéo, donc je ne sais pas si c'est moi, ma connexion qui fait ça, mais tant qu'on a le son, pour l'instant, on est pas mal. Tu m'entends bien, toi? Ouais, ouais, je t'entends. Ok. Est-ce que tu as pris des petits écouteurs ou quelque chose? Ouais, j'ai des petits écouteurs, ouais. Tu veux que j'essaie de les enlever pour voir? Non, justement, je pense que c'est pas mal. Je sais pas si on entend bien. Là, pour l'instant, c'est flou, donc c'est pas plus mal si on garde ce rapport d'anonymat. Ça tourne encore, donc je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, on va revenir sur le fait que ce soir, ce témoignage aussi, c'est en toute authenticité qu'on va le faire. Et donc aussi remercier Gwendoline pour sa participation et cette confiance de pouvoir parler d'un sujet aussi personnel. Donc, je vais te laisser la parole. On va faire un petit contexte de présentation, une petite présentation et aussi parler du contexte de cette vidéo et après j'enchaînerai sur quelques questions qui seront axées sur le thème de ce soir. Ok, donc moi c'est Gwendoline, pour mon nom d'anonymat du coup. Euh, donc avec Meg, on se connaît déjà depuis de très nombreuses années. Elle a suivi un peu toutes mes péripéties, il faut dire ce qui est, et moi les siennes. Mon Surtout. parcours il est assez... Ouais. Mon parcours il est assez atypique parce que j'ai vécu des choses un peu improbables et incroyables dans ma vie qui m'ont mené à beaucoup de traumatismes et qui ont fait ce que je suis devenue aujourd'hui, la femme que je suis devenue notamment de par mon métier notamment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en parle ce soir parce que j'ai envie de libérer un petit peu la parole et j'ai envie aussi que les femmes qui ont pu avoir un parcours similaire au mien puissent se dire, ben, en fait, malgré tout, elle a quand même réussi à s'en sortir, quoi. Donc pourquoi elle y arriverait et pas nous, tout simplement. C'est vrai. Après, c'est le but, en tout cas, de ces podcasts, c'est aussi de partager son histoire. Et comme tu dis, je pense que par expérience, parler de nos traumas, ça peut aussi guérir une partie de soi. Donc, ce soir, on va rentrer un petit peu dans les grandes lignes, sans forcément rentrer dans l'intimité. En tout cas, à la mesure de ce que tu veux partager et ce que tu peux aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu as quel âge, Gwendoline? J'ai 31 ans. Voilà, tout bien, tout beau, toutes tes dents, j'imagine.
Non, moi non plus, Euh, mais bon, ça c'est un détail. bon, ça va. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, le début du commencement, puisqu'on va repartir un petit peu sur des moments de ton enfance. Donc, expliquez-nous un petit peu le contexte familial dans lequel tu as grandi et ce qui a mené à ces épreuves, on va dire, et ce qui a pu bah, déclencher, on va dire, certains événements du coup dans ton enfance. Alors pour ma part, j'ai mes deux parents, j'ai grandi avec mes deux parents, frères et sœurs. Bon, il faut savoir que mon père était quelqu'un de très strict, un peu une éducation à la militaire, si je puis dire, et qui nous demandait clairement de ne pas forcément montrer nos émotions ou nos sentiments dès qu'on était jeune. C'était des phrases du style quand on tombait, qu'on se faisait mal, c'était bah vas-y, refais, j'ai pas bien vu, euh, pleurer c'est pour les faibles, il faut pas montrer ses sentiments, il faut rester fort face aux gens parce que sinon on s'en servira contre toi. Et ça, dès le plus jeune âge finalement. Donc j'ai un peu grandi dans ce climat où en fait il fallait toujours que je sois souriante, toujours que je fasse bonne figure et, euh, et pas que je puisse montrer mes faiblesses, tout simplement. Ouais, souvent il y a ce syndrome-là un petit peu dans certaines familles de la bonne fille, tu vois. Et c'est vrai que beaucoup de femmes grandissent avec typiquement cette croyance limitante qu'il faut toujours être gentil, qu'il faut toujours sourire. Alors ce qui est assez drôle, sans être le mot, c'est que généralement c'est souvent les garçons qui souffrent beaucoup plus du fait d'avoir un père qui leur dit de ne pas exprimer ou de réprimer justement certaines émotions. Mais comme quoi aujourd'hui on peut voir que la blessure du père, ça impacte aussi grandement les femmes. Et du coup, toi, ton rapport avec ton père par rapport à ta mère, est-ce que tu étais plus proche de lui ou de ce fait tu as été beaucoup plus distante? Ah non, moi avec mon père, on en reviendra plus tard, jusqu'à ce qu'il m'abandonne. Euh, Mon père, on avait un lien ultra fusionnel, mais vraiment, pour moi, c'était mon exemple, c'était mon héros. En plus, bah, c'était quelqu'un qui prenait vraiment soin de lui, donc de par son métier notamment, il était très musclé. Enfin voilà, moi j'étais trop fière de le montrer à mes copines, à mes copains à l'école, plus de copains que de copines à l'école finalement. En fait, j'ai toujours été plus attirée par le schéma masculin que le schéma féminin quand j'étais plus jeune, donc j'avais beaucoup plus de copains que de copines. Et j'étais beaucoup plus aussi garçon manqué que féminine, on va dire. Et J'ai pas ces souvenirs-là, mais ouais, c'est vrai qu'au lycée, c'était différent. Mais disons que au final, en fait, parce que j'ai quand même beaucoup réfléchi à pourquoi il était comme ça avec moi, c'est parce qu'en fait, mon père est issu d'une fratrie, donc ils sont deux garçons, son grand frère et lui, et sa mère, en fait, lui a toujours dit que si c'était une fille, elle aurait appelé Isabelle. Et ok. en fait, ça lui est vachement resté parce que sa mère, elle lui a clairement fait comprendre qu'elle voulait avoir une fille à la place de mon père. Et je sais pas si le fait que moi, je sois sa première fille, il s'est pas dit, bah, en fait, j'ai un peu ma revanche sur ma mère parce elle a pas eu une fille, elle a eu moi, mais moi, j'ai eu une fille, tu vois. J'ai un peu Ouais. réfléchi comme ça au fur et à mesure des années. Bah Mais oui, après, non, tu j'ai vois toujours ce que une tu es en relation train de avec mon dire là, père. c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, en tout cas dans les familles, puisque ça en renvoie à un niveau miroir certaines blessures du transgénérationnel. C'est vrai que pendant longtemps, dans ce pays comme dans d'autres, et selon les religions et d'autres choses, c'était mieux d'avoir un garçon, de mieux d'avoir une fille. Tu vois ce que je veux dire? On a beaucoup été Hmm. stigmatisés aussi pour ça, je pense. Et après, ce que j'ai du mal à comprendre, tu vois, encore à l'heure actuelle, dans des récits comme ça, comme quand je les entends, c'est aussi de se dire comment on peut utiliser un enfant ou la naissance d'un enfant pour avoir une forme de revanche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense que c'est de l'inconscient. Je ne pense pas que ce soit quelque chose Oui, de volontaire. oui, parce qu'après, comme tu dis, la relation avec son père, elle a toujours été à peu près bonne. Enfin, je veux dire, enfant, est-ce que t'as des souvenirs d'enfance qui sont, à part le côté dur émotionnellement, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été plus difficiles, ou est-ce que même ta relation, par exemple, avec sa mère, parce qu'en général, comme on disait, c'est du transgénérationnel, donc ça se reflète aussi dans les liens à la femme et pas seulement, je pense, aux enfants, tu vois. Alors, pour ce qui est de ma grand-mère paternelle, donc c'est une femme qui est très, 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 très croyante, donc chrétienne.
éduquée vraiment, elle, pour le coup, la mode chrétienne. J'ai jamais eu de lien avec elle. Vraiment, on se voyait peut-être une fois par an et encore. Euh, C'était une femme qui était très dure et elle en a fait baver mon père. Et moi, je suis quelqu'un de très loyal. Donc, à partir du moment où on a fait du mal aux personnes que j'aime, ben, j'ai beaucoup de mal, tu vois, même si c'est de ma propre famille, j'ai beaucoup de mal en fait à passer ce cap-là. Par contre, pour ce qui est de mon père, effectivement, on avait un lien très fusionnel, mais cependant, ça n'empêchait pas que c'était quelqu'un de très violent avec ses enfants, notamment mon frère et moi. Moi, j'ai été éduquée avec des coups, j'ai été éduquée avec le martinet, notamment. C'était. En fait, il voulait tellement que sa fille soit parfaite sur tous les plans. Son fils aussi, hein, mon frère aussi, on y revient, il a beaucoup souffert de cette situation-là, mais à une autre échelle. Mais tu vois, moi j'ai un épisode très marquant qui me revient à chaque fois quand je parle de lui. J'avais 12 ans, donc je fêtais mes 12 ans, c'était mon jour d'anniversaire. Et on était à table, on regardait, à l'époque c'était Attention la marche, je crois que ça s'appelait. Et j'ai eu le malheur de confondre le mot cétacé et crustacé. Tu vas me dire à 12 ans, bon, voilà, c'est des Oui, choses qui peuvent c'est arriver. pas très grave, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais pour mon père, ça a été grave. Ça a été grave au point que, il m'a fait répéter 2 fois et moi, ben, ne voyant pas ma bêtise, ben, j'ai encore confondu les deux mots et je me suis pris un coup de poing dans la tête, ce qui m'a fait en fait vaciller de ma chaise et j'ai eu le droit en fait de ne pas souffler mes bougies, de ne pas avoir mes cadeaux et de partir dans ma chambre toute la journée. Voilà. C'est le genre de souvenir en fait que j'ai aussi de mon père. Alors à la fois il était très protecteur avec ses enfants, il faisait tout pour eux. Quand j'avais des problèmes au collège, il était là. Enfin voilà, là-dessus il n'y a aucun doute. Personne ne pouvait nous approcher, mais cependant ça ne l'empêchait pas lui-même d'être violent envers nous, tu vois. Bah, c'est un petit peu le souci de certains hommes, et je pense que toi tu le vois aujourd'hui aussi dans ton métier, c'est ce sentiment de supériorité avec leurs proches, et de ce fait, ils se pensent tout permis aussi. Après, comme tu dis, je veux bien essayer de comprendre, tu vois, le rapport à l'éducation, mais c'est aussi très fourbe, j'imagine, pour le cerveau d'un enfant de recevoir des bons moments et des violences émotionnelles finalement, parce que c'est le mot, hein, et pas que, la preuve aussi physique. J'imagine que ça crée ce genre de trauma bond aussi qu'on voit dans les violences conjugales ou d'autres contextes. Euh, et est-ce que c'est à partir de cet âge-là, par exemple, que tu t'es dit il y a quelque chose de dysfonctionnel, en tout cas dans le cadre familial, ou ça t'a pas paru forcément différent? Ou est-ce que, par exemple, t'en as parlé avec tes copines, ou tu vois, est-ce que t'avais quelqu'un déjà à ce jeune âge pour en parler, peut-être quelqu'un de proche, une cousine ou quelqu'un de, tu vois, de la famille proche, quoi. Bah, en fait, non, parce qu'un enfant, quand il grandit dans un schéma comme celui-ci, en fait, pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il va pas se dire à cet âge-là, ben, je vais peut-être en parler pour savoir si c'est normal ce que je vis. En fait, non, parce qu'il l'a toujours vécu. Moi, j'ai toujours vécu Ouais. sous les coups, sous un père qui était très compliqué. Je me rappelle, même quand on devait réciter nos poésies, je les connaissais par cœur, mes poésies, dès que je les récitais avec ma mère, mais dès que je les récitais avec lui, j'étais tellement en panique de me louper sur une phrase qu'en fait, je bloquais totalement et j'arrivais plus à réciter alors que je les connaissais. Et en fait, je pense que quand on vit dans un schéma comme ça, et puis en plus, mon père, c'était quelqu'un de très manipulateur dans le sens où il n'arrêtait pas quand même, malgré tout. En fait, à chaque fois qu'il nous violentait, c'est un peu comme les schémas d'Édith, hein, finalement. À chaque fois C'est qu'il ça nous que ça me fait violentait, penser. ouais, la chose qu'il nous disait après, c'était pour ton bien. Si je fais ça, c'est pour ton bien. Mais moi, je m'en suis rendu compte vraiment beaucoup plus tard, tu vois, que les violences que j'ai subies étant jeune, c'était pas des choses que j'aurais dû vivre, notamment de par mon métier, justement. Parce que je me souviens, les premières auditions, donc pour remettre le contexte, je suis gendarme et maintenant OPJ, donc officier de police judiciaire. Euh, Quand j'ai commencé à faire mes premières auditions sur des enfants, justement, qui ont vécu des violences de par leurs parents, quand les enfants disaient, ben, mon papa, il m'a mis une petite claque sur la main, oui, alors il m'a mis une claque, pour moi, c'était, bah, en fait, c'est normal. Mais non, c'est Ouais. pas normal. C'est le genre de choses qui ne devraient pas arriver en famille. Il y a d'autres moyens, en fait, d'éduquer ses enfants que par la violence. Et je m'en suis rendu compte, mais beaucoup plus tard. J'avais 20, 21 ans, tu vois. Bah
Après, c'est parce que c'est aussi un âge un petit peu charnier où on fait nos propres expériences et aussi en rencontrant, c'est pour ça que je te disais peut-être des copines à l'école, en rencontrant différentes personnes, on se rend compte aussi que parfois nos fonctionnements familiaux n'ont pas une dynamique qui est saine et ça, malheureusement, on peut pas forcément toujours l'exprimer. Est-ce que toi, tu as quand même essayé d'en parler, par exemple, à ta mère ou bah, justement, comme tu dis, c'était normal, donc tu t'en es pas forcément alarmé. Euh, Après, est-ce qu'il y a eu, par exemple, pas des signalements, mais l'école n'a jamais rien perçu ou quelque chose comme ça? Alors si, une fois au collège, effectivement, j'avais la trace de la main de mon père sur mon visage, donc forcément, ben, il y a eu des questions. Sauf que ben, j'ai eu un énorme coup de pression de la part de mes parents parce que l'assistante sociale en fait du collège habitait dans le même village que nous. Donc D'accord. mes parents avaient très peur en fait qu'elle puisse se dévoiler du secret professionnel ou autre. Et donc du coup, ils m'ont dit, ben, tu ne lui diras rien, tu ne lui parleras pas. Et ma mère, quand on avait parlé, en fait, ma mère, on n'a jamais vraiment parlé des violences de mon père, c'est arrivé que beaucoup plus tard. Mais quand on a parlé de cette histoire de la claque où j'avais la trace de sa main sur mon visage, elle m'a dit, mais tu sais, là, t'as vraiment poussé à bout ton père. En fait, elle l'excusait sans trop l'excuser parce que je voyais qu'au fond d'elle, elle avait de la peine pour ce qui s'était passé quand même, parce qu'elle avait bien vu que cette fois-ci, il était allé trop loin. Mais en même temps, bah, c'était son compagnon, son mari, le père de ses trois enfants. Donc c'était compliqué. Je pense que dans ce genre de situation, en plus, ça n'allait pas dans son couple à ce moment-là. Ils étaient sur le point de se séparer. Enfin, je pense que je peux pas la blâmer à ce niveau-là. Je lui en ai pas voulu. J'en ai plus voulu au reste de ma famille qui ont été témoins de certaines violences et qui ne lui ont pas dit stop, tu arrêtes, comme ma propre mère. Bah, de toute façon, je pense que c'est le principe même de la rage qu'on a quand on vit ce genre de situation, que ce soit dans un contexte, comme tu dis, de couple ou familial. C'est aussi les gens qui ont participé à l'abus sans rien dire. Et comme tu disais, tu vois, le fait, bah moi, c'est une phrase que je garde hein, depuis ce qui est arrivé, qui se tait consent. Je pense qu'il n'y a pas Mm. pire que les gens qui sont autour et qui ne disent rien par peur ou simplement parce que aussi, bah des fois ils se sentent pas à l'aise de dire stop. C'est vrai que ça c'est ce qu'il y a, je pense, aujourd'hui de plus dangereux aussi dans l'engrenage, parce que comme tu dis, et toi tu peux me le confirmer aujourd'hui, il y a quand même un genre de cercle de violence aussi où les abuseurs en général ne sont pas tout le temps violents. Il y a des phases aussi de lune de miel où ils sont super adorables, donc c'est très dur à discerner aussi à quel moment il va y avoir un moment de tension et aussi d'explosion. Donc j'imagine qu'un enfant qui plus est ne connaît pas toutes ces données et même quand on est plus grand de la preuve, on ne met pas forcément en alerte de ces choses-là si on n'a pas eu bah, de cadre, on va dire toxiques dans nos Mm. relations. Et ça, c'est un truc que je tiens à redire, en tout cas dans cette vidéo, et avant qu'on aborde justement avec toi aussi cette mini-série des violences conjugales. Aujourd'hui, quelqu'un qui se tait sur un abus est tout aussi complice que la personne qui commet presque l'acte, finalement, tu vois. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi la peur En fait, les personnes qui se taisent de ce genre d'acte, il y a plusieurs raisons. La première, ils se disent, bon, peut-être que ce que j'ai vu, j'ai mal vu, je veux pas interpréter certaines choses, donc, parce que je sais que si je le dis quelque chose, ça pourrait être grave, donc je veux peut-être attendre pour être sûre. Il y a ce schéma-là. Ensuite, il y a le deuxième schéma où il y a la peur de si je dévoile ce qui s'est passé ou ce que j'ai vu, cette personne-là va s'en prendre à moi ou à ma famille ou à mes proches. Et je pense que là, en l'occurrence, pour le schéma auquel j'ai vécu, si personne n'a dit grand-chose, c'est parce qu'ils avaient peur en fait. Ils avaient peur peut-être de dire vraiment ce qui s'est passé, de mettre un mot sur ce qui se passait dans ma famille. Il y avait des excuses aussi. Mon père avait un métier un peu compliqué, il était surveillant pénitentiaire, donc il vivait des choses pas faciles non plus dans son travail. Est-ce que c'était pas ben, quand il se faisait pas respecter au niveau de la prison, ben, c'est pour ça qu'il reflétait ça sur sa famille. Enfin, j'ai tourné ça pendant des années et des années et des années dans ma tête. Je n'excuserai jamais pour autant les actes qu'il a fait, mais je pense qu'il y a des circonstances aggravantes. Je parle un peu judiciaire là, pour le coup, mais il y a des circonstances aggravantes qui font que euh, les personnes de mon entourage n'ont pas forcément parlé à ce moment-là. Et ça ne m'a quand même pas empêché.
à fur et à mesure de grandir et de subir ces violences qui étaient à fur et à mesure beaucoup plus violentes, parce que je grandissais justement, d'avoir réussi quand même un jour à dire stop. Ok, et à partir donc de tes 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé après? Comme tu dis, ça a escaladé en violence et c'est souvent malheureusement le cas avec beaucoup d'abuseurs, c'est que bah, la victime va tolérer petit à petit aussi certains agissements et va revenir. Donc c'est pour ça que je tiens à repréciser aussi le phénomène d'emprise et qui plus est quand ça vient d'une personne aussi proche que ses parents, c'est très difficile de discerner ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements après donc cet anniversaire qui t'ont beaucoup marqué au niveau bah, de ta relation avec ton père et peut-être vu qu'on a abordé l'adolescence, d'autres événements qui ont pu te porter vraiment préjudice du fait d'avoir cette dysfonctionnalité au niveau de l'éducation entre guillemets. Alors, je dirais pas une dysfonctionnalité, je vais y arriver au niveau d'éducation, mais plus un rapport avec l'homme qui a été compliqué. Euh, il faut savoir que donc j'ai subi donc les violences de mon père jusqu'à l'âge de 15 ans, 15-16 ans, je crois. Le dernier coup qu'il m'a porté, si je puis dire, je crois que j'avais 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Il m'avait donné un coup de poing assez violent, ce qui fait que ma tête avait rebondi contre le mur pour rebondir sur sa main. Et je crois que ça a été le coup de trop où je me suis dit cette fois-ci, je ne vais pas me cacher, cette fois-ci, je ne vais pas baisser les yeux, je vais pas, en fait, je vais pas faire la petite fille apeurée qui attendait que je sois et je vais regarder face à face et je lui dis, tu peux frapper plus fort, j'ai rien senti. Et c'est ce jour-là où il a arrêté en fait de me frapper parce que je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était allé beaucoup trop loin depuis de nombreuses années et qu'il s'est rendu compte qu'en fait je n'étais plus la petite fille ou la jeune femme, mais là j'étais vraiment une femme en fait qui avait appris à encaisser et qui en fait n'avait plus peur d'encaisser. Et, et Après, ouais. d'autant plus qu'il savait ce que j'avais pu encaisser de par lui, mais aussi des violences que j'ai pu subir par d'autres hommes entre-temps, quoi. Après, moi, c'est ça qui me pose un petit peu souci aussi dans la psychologie de ces gens qui frappent, mais pas que, qui sont violents aussi bah, émotionnellement, physiquement, moralement. C'est en général des gens, et attention, hein, je ne dis pas que c'est le cas forcément pour ton père, mais qui ont une image de la femme qui les frustre aussi beaucoup, tu vois. Hmm. On en revient à Oui, ce c'est vrai sentiment que de de mauvaise masculinité où ils ont besoin de ça pour se sentir masculin quelque part, tu vois. alors, moi, je pense pas que ça soit ça pour mon cas. Alors, peut-être avec ma mère, il était comme ça. Il a jamais été violent envers ma mère, je tiens à préciser. En tout cas, jamais C'est ça avec qui est des ouf, quoi. actes, des gestes. Mais par contre, moi, je ne pense pas qu'il m'ait déjà vue en tant que femme, tu vois. C'est Je ça, pense c'est ton que, image qui se reflétait, quoi. je pense qu'il m'a toujours vue comme étant un petit garçon manqué. Parce que moi, j'ai toujours eu des activités de mec. Je faisais du sport de combat. J'étais toujours là, à vouloir, bah, encore à l'heure actuelle, je fais de l'haltérophilie, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas. J'ai toujours eu même si je suis quelqu'un de féminine, je reste une femme hein, à 100%, j'ai toujours eu des activités, des attitudes d'homme, une énergie masculine. On en revenait à ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que je pense que du coup, en fait, il m'a toujours vu comme étant un petit mec, tu vois, et pas comme étant une femme, parce que ma petite sœur, on a beaucoup d'écart toutes les deux au niveau de l'âge, mais ma petite sœur, il a jamais eu ce comportement-là envers elle, tu vois. Ok. Donc, je pense qu'il a fait une différence là-dessus, à mon avis, hein. Mais, euh, Ouais, ça a été mais peut-être à une, comme tu dis, contrario, une fixette un peu émotionnelle de la chose et ouais. Et à contrario, tu vois, c'était quelqu'un qui était très protecteur envers moi, c'est-à-dire que j'ai eu des grosses difficultés scolaires quand j'étais au collège, euh, notamment parce que en fait, j'avais vu que je bloquais toutes mes émotions pendant de nombreuses années, ben, en fait, ça a explosé quand on arrive au collège, hein, c'est bien connu. Donc j'ai fait de l'anorexie, je me suis scarifiée pendant de nombreuses années, et en fait, il a tout fait pour que je puisse me faire soigner, tu vois. Il a vu que j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu 10 kilos en l'espace d'un mois, ce qui est énorme à l'adolescence. Il avait vu les entailles sur mes bras et il a fait en sorte à ce que je sois suivie par une psychologue. J'étais suivie à l'hôpital du jour.
J'y allais tous les mercredis après-midi. Quand il a su que je m'étais fait agresser, ça a été le premier à prendre les choses en main, à essayer de me pousser à aller déposer plainte. Enfin, en fait, il avait ce rôle d'un père ultra protecteur, ce que j'ai toujours cherché en fait chez un homme, venant d'un papa notamment. Et à côté de ça, le côté hyper toxique de à toujours vouloir chercher la perfection pour sa fille et au moindre écart, ben, c'était des coups, quoi. Bah, c'est là où c'est assez insidieux finalement parce que tu vois, c'est un petit peu, et je connais bien cette dynamique, c'est un petit peu créer le chaos pour trouver la solution. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. finalement, jamais il s'est remis en question à savoir si ce qui t'avait fait vivre aussi plus jeune, ça avait pas été l'impact et la résultante de tout ça, quoi, tu vois? Ah oui, non, il s'est jamais remis en question, même des années après, même quand il m'avait Ok. abandonné, même quand j'ai essayé de reprendre contact avec lui. Moi, je me suis excusée pour certains comportements que j'ai pu avoir, mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Euh, mais lui, à aucun moment, il s'est remis en question, à aucun moment, il s'est dit oui, j'ai merdé, en fait. Pour lui, c'était normal, c'était une éducation normale. Pour lui, il a tout donné pour ses enfants, et puis voilà. Donc, jusqu'à me dire, c'est grâce à moi si tu as réussi à porter plainte pour ton agression. Mais en fait, c'est pas. Oui, tu m'as aidé, mais c'est pas toi qui as fait le gros, en fait. En fait, il voulait s'attribuer tous les mérites, tu vois, et même là, jusqu'à. On en vient de me rappeler, j'ai été agressée sexuellement à l'âge de 14 ans. J'en ai parlé bien plus tard à mon père parce qu'il m'a poussé à lui parler, on va dire. Et, et le fait que j'ai réussi à déposer plainte, lui-même s'est attribué les mérites. Alors qu'en fait, non, c'était moi à 15 ans. J'ai subi ça à 14 ans, j'ai dû en parler, je devais avoir peut-être 15 ans. J'ai réussi à déposer plainte, je crois que j'avais 16 ou 17 ans. Euh, mais c'est parce que c'est moi qui ai décidé de le faire. Même s'il m'a poussé à le faire, c'est moi-même, c'était mon schéma de guérison à moi. Donc voilà, c'était le genre d'homme à vouloir s'attribuer les mérites à tout, quoi. Tout ce que je Bah, pouvais faire dans la vie, malheureusement, c'est c'était un grâce à peu lui. le retour qu'on a des personnalités toxiques sans mettre de nom dessus, en tout cas Mm. de groupes de personnalités B. C'est un petit peu le souci, c'est ce que je te disais, tu vois, c'est des gens qui vont créer le chaos et qui vont s'attribuer, que ce soit socialement, que ce soit professionnellement, ou voire même, la preuve, au niveau de la parentalité, des choses qui sont absolument pas de leur mérite, tu vois. Et c'est ça qui est Mm. aussi dangereux dans bah, l'élaboration, j'imagine, d'une jeune femme, parce que bon, à 14 ans, d'avoir vécu ce genre de situation, ça doit être déjà très traumatisant, mais qui plus est, ne pas pouvoir exprimer le fait que l'intention de se défendre vient de toi, c'est encore aussi une forme de traumatisme par-dessus, tu vois. Bah, en fait, moi, si j'avais pas réussi à parler de mon agression sexuelle à mon père, notamment, parce que j'en ai jamais parlé en fait, euh, c'est parce que j'avais honte. Parce qu'en fait, mon père me voyait tellement comme une femme qui réussissait à se défendre, qui l'avait formée pour se défendre. Euh, Bah, en fait, j'avais honte. Je me suis dit, mais jamais je pourrais dire ça à mon père. Il va apprendre ça, il va faire quoi? Il va se moquer de moi, il va me frapper parce qu'en fait, il va se rendre compte que sa fille, elle n'est pas si forte que ça. En fait, pendant très longtemps, j'ai refusé de dire que j'ai été, c'est le terme, que j'ai été violée, parce que, parce que je me disais, j'ai été vulnérable, j'ai été faible, parce que je n'ai pas su à ce moment-là me défendre, j'ai pas su à ce moment-là rejeter cette personne-là. Il y avait un contexte qui faisait aussi que j'étais dans l'incapacité de le faire, mais ça, bref, c'est encore autre chose. Et, euh, et surtout que j'ai toujours eu un caractère où je disais que je ne me laissais pas faire, que j'étais vachement. En fait, j'étais pas bagarreuse, mais par contre, je détestais l'injustice déjà de base. Je détestais quand les gens forts s'en prenaient aux gens faibles. Et quand on s'en prenait à moi, je faisais comprendre que si tu t'en prenais à moi, ben, tu allais t'attaquer vraiment à une personne qui était forte et qui n'allait pas lâcher la faire, tu vois. Et j'allais pas me laisser faire. Et le fait que là, je me sois laissée salir de cette façon-là, le fait d'en parler, pour moi, c'était une honte absolue. Et j'arrivais pas à l'admettre, en fait. J'ai mis des années quand même à comprendre que ce qui m'est arrivé, c'était clairement un viol, en fait. Hmm.
Bah ça après moi je sais que voilà suite à moi ce que j'ai vécu c'est ça qui a été le plus dur aussi. Bon ça s'est fait un peu en fracas donc j'ai été obligée de dire ce qui s'était passé. Mais il y a un énorme sentiment de honte il faut le dire qui Oui, ne nous revient absolument pas. Et comme tu dis quand on a toujours eu l'image de la personne forte, moi je sais que c'est les premières choses qui sont revenues mais comment ça a pu t'arriver à toi? Bah je sais pas. voilà. Moi-même, je ne sais pas, Ça il arrive n'y à a tout pas le de monde. cause. Mm. Ça arrive vraiment à tout le monde, donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, en tout cas dans cette mini-série aussi dédiée à ça. Mais bon, moi, j'avoue que je pense que le viol en lui-même est une des pires choses qui puissent arriver à un être humain, puisque outre l'effet physique, je sais qu'avec le recul, j'ai regardé des épisodes de Muriel Salmona qui Mm. étudie justement l'amnésie traumatique, et c'est ce qu'on disait hier encore pendant le live. Il y a certaines personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'ils ont vécu pendant des années et qui tout d'un coup vont être face à un déclencheur qui va faire que tout le trauma va être ravivé. Surtout que j'imagine là, à cet âge de 14 ans, c'est quand même difficile aussi de construire son image de femme, tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'imagine que le Ah, mais j'ai rapport pas pu. au... J'ai pas pu construire mon image de femme parce que cet homme-là euh, s'était clairement vanté de ce qu'il avait fait en disant que j'étais une PUTE, pour pas dire le mot, parce qu'on est en direct quand même, et qui m'a donné une réputation de Marie couche-toi. Donc en fait, j'arrive à 14 ans, je perds tous mes amis, parce qu'en fait, tout le monde pense que c'est moi qui ai voulu la situation. Je, J'arrive à une époque de ma vie où en fait, je perds tout, je perds toute crédibilité, je perds vraiment tout, et je n'ai personne, mais vraiment personne à qui me confier à cette époque-là. Parce qu'en fait, personne ne me croyait, parce que cette personne-là était déjà majeure à l'époque, il avait 18 ans, 14 ans, forcément, voilà. Et, euh, et puis voilà, en fait, pendant très longtemps, on a sali mon image à ce niveau-là, et jusqu'à ce que je quitte en fait le collège pour arriver au lycée, ce qui a été un peu une résurrection pour moi, parce que je me suis dit, je quitte la ville où j'étais, je quitte le village, je pars dans un lycée, dans une ville un peu plus importante, donc je vais pouvoir enfin montrer qui je suis vraiment, et ne plus avoir cette image-là qui me colle à la peau. Donc ouais, entre mon père qui, qui me traitait de faible quand je montrais mes émotions, donc je ne les montrais pas, ce qui faisait que je me scarifiais et que je me malnutritionnais. Et puis ben, le viol que j'ai vécu, et en plus ça, de ce viol-là, on m'a fait une réputation de Marie Couche-Tola. Ben, en fait, j'ai grandi avec des incertitudes énormes, mais à toujours, par contre, devoir cacher ses émotions. Donc à aucun moment je n'ai perdu la face à ces gens-là, à aucun moment j'ai pleuré devant eux, à aucun moment je n'ai exprimé ce que j'ai ressenti, parce qu'en fait j'ai été éduquée comme ça. Et je Hmm. crois qu'on est en train de voler une voiture à côté de chez toi. Confirmation, les esprits sont là. Euh, non mais ils font chier. Pardon, mais moi je dis des gros mots, je m'en fous. Tout le temps, tous les soirs, il y a cette alarme qui sonne, genre. Plac. Bon, et c'est mieux ça que le voisin qui crie devant son match de foot, tu vois. Mais Oui, effectivement. oui, comme, enfin, j'imagine que ça a dû être bah, cette entrée au lycée. Nous, c'est la période où on s'est connus après. Oui. C'est vrai que j'arrive et pimpon, voilà, c'est ça, c'est toi, tu nous as déclaré toutes les alarmes de la ville. Et c'est vrai que c'est une période assez difficile, déjà pour se construire, l'adolescence est juste horrible. Enfin, moi, en tout cas, je sais qu'à l'époque où tu m'as connue, j'en Oui, rigole c'est encore, vrai. mais je sortais exactement un petit peu de la même période, d'un gros traumatisme aussi, et j'étais absolument pas la Meg qu'on connaît aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, je sais plus à qui je dois la réputation de la bourre du lycée parce que je levais mon doigt quand je... Eh bien moi c'était l'intouchable, rappelle-toi. Bah alors moi c'est pour ça que tu vois c'est ça qui est cool c'est que quand même on a bien grandi et moi tu vois si j'avais pas su ça je crois que tu m'en avais parlé après parce qu'on n'a pas eu tout de suite une relation amicale mais j'avais exactement cette image là de toi c'était un petit peu la fille inaccessible certes t'avais ce côté un petit peu garçon on va dire manqué mais t'as tellement compensé enfin moi je me rappelle de toi avec tes super talons noirs au comment ça s'appelait
le persan. Enfin, tu Oui. vois, t'as renvoyé une image tout le temps super féminine aussi. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que bah, dès plus jeune, on a aussi très bien matché. Et je me rappelle déjà de superbes conversations à l'époque. Mais les années lycée, comment tu les as vécues après, justement aussi le fait d'avoir, on va dire, plus de relations avec une communauté masculine qu'au collège, c'est pas du tout les mêmes rapports. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bah, en fait, moi, quand je suis arrivée au lycée, j'ai rencontré l'homme avec qui j'ai passé 9 ans de ma vie. Euh, et donc, en fait, 9 bah, ans, vous forcément, êtes restés ensemble? 9 ans, ouais, Oh. 9 ans. J'avais Alors 16 voilà, ans pour le et contexte, moi je ouais. connaissais la sœur de ce jeune homme, et donc je Mhm. crois que c'est comme ça du coup qu'on s'est rapprochés, Exactement. Gwendoline et moi. Exactement. Donc, en fait, j'ai toujours été très inaccessible avec les autres hommes, en tout cas, puisque ben, en couple, j'ai toujours été très fidèle. Et surtout, pour moi, c'était l'homme de ma vie. C'était un mec incroyable qui allait m'apporter énormément de choses. Et pourtant, on en a vécu hein, des hauts et des bas, mais j'ai fini par rester 9 ans avec lui. On a été mariés au bout de 7 ans de relation. On a vécu beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Bon, après, la vie a fait que j'ai décidé de me séparer de lui, mais ça, on en reviendra plus tard. Mais en tout cas, au lycée, les rapports étaient quand même. Euh, je sentais qu'il y avait une différence et qu'on ne me voyait plus comme la Gwendoline du collège, une petite personne qu'on mettait dans un coin, mais plus comme une nana qui était intéressante, avec qui on parlait. Et je, je, je me suis pas sentie mise de côté à cette période-là, vraiment pas. Il y a eu peut-être des moments où j'étais incomprise de par mon caractère, parce que j'ai quand même toujours un très fort caractère, faut dire ce qui est. Je ne me laissais pas marcher sur les pieds. Et quand quelque chose ne me plaisait pas, je ne mettais pas les formes à l'époque pour pouvoir le dire. Mais j'étais beaucoup plus acceptée, oui. C'était complètement différent. Ouais, après, comme on dit, les années lycée, c'est quand même aussi un peu charnier, tu vois, par rapport au collège. On est obligé d'avoir une forme d'affirmation aussi. Euh, et du coup, tu parlais de la relation avec ce jeune homme. Comment est-ce que tu as réussi à avoir bah, typiquement aussi confiance? Est-ce que c'est parce que c'est l'image qui est reflétée aussi qui te donnait beaucoup plus confiance en lui? Ou est-ce que les actions suivaient dans cette relation? Ou est-ce que tu as été face justement à certains déclencheur au niveau émotionnel avec cette personne. Alors en fait, avec cette personne-là, je dirais que la relation du début a été toxique. En fait, c'était quelqu'un de très, très, très jaloux et possessif. Je l'étais aussi jalouse, hein. Là-dessus, je ne dirais pas le contraire. Euh, du coup, il essayait petit à petit de m'enfermer dans son monde, dans sa famille, parce que c'était quelqu'un qui était très, 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 très famille. Tu ne pourrais pas dire le contraire, tu l'as connu. Voilà. Ah Euh, ça, voilà. Et c'est vrai que, en fait, très vite, je me suis enfermée dans sa famille. Euh, et il fallait que je réponde aux codes de sa famille, notamment de son père. Sauf que, en fait, j'ai pas du tout eu la même éducation qu'eux, c'est-à-dire que eux, c'était vraiment une éducation pas macho, mais presque quoi. C'est-à-dire que euh, oui. l'homme, c'est l'homme de la famille et la femme, en fait, ben, c'est celle qui s'occupe des enfants, de la maison, de faire à manger, tout ça quoi. Clairement, c'était. Et moi, j'ai jamais vécu ça en fait, même si mon père était très, très violent envers nous. On a toujours eu une éducation partagée, c'est-à-dire que les hommes font autant que les femmes à la maison. Moi, dans ma famille, il y a autant des hommes qui vont faire à manger que des femmes, autant qui vont s'occuper des enfants que les femmes. Enfin, mon éducation à moi est quand même beaucoup plus, malgré tout, beaucoup plus neutre en fait que son éducation à lui. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'affirmer dans cette famille et à être acceptée surtout. Mais malgré tout, ben, Mm, un premier amour de jeunesse réel, hein, donc j'étais folle amoureuse et je voulais pas lâcher, donc je me suis battue, battue, battue pendant des années pour être acceptée. J'ai accepté des choses que je n'aurais pas dû accepter, notamment des humiliations de la part de son père en public, devant toute sa famille à lui, devant nos amis, devant tout, sachant que ben, ton conjoint à côté, il laisse faire, tu vois. mm, mm. Donc, mais j'ai accepté ça par amour et quelque part, je ne peux pas me blâmer parce que c'est ce qui fait que je suis telle que je suis. C'est-à-dire que quand j'aime vraiment, je fais tout pour que ça fonctionne. Et j'ai tout fait vraiment pour que cette relation fonctionne. Euh,
jusqu'à un point de non-retour, en fait, jusqu'au moment où j'arrivais plus à donner. Bah après, c'est un petit peu le principe des relations, on va dire, toxiques, et qui plus est des premiers amours de jeunesse. Je pense que c'est ce qu'ils nous Mm. apprennent, et pas que les premiers amours de jeunesse, ceux d'après aussi. Oui, Euh, oui. ils nous apprennent beaucoup dans ce qu'on a comme image de l'amour, et je pense qu'en grandissant, ou en tout cas en évoluant, l'image de l'amour qu'on se construit par nos schémas qu'on a connus, le but c'est aussi de désapprendre, tu vois, Oui, selon tout à comment fait. on a été éduqué ou non. Et je pense que ces premières relations sont quand même essentielles, parce que moi, c'est ce que je pense, tu vois, de mon premier amour. C'est quelqu'un que j'ai aimé Mhm. d'une façon brute, très authentique, que malheureusement, je ne pense pas que je réaimerai quelqu'un de cette façon un jour, parce que ton cœur n'était pas abîmé non plus. Tu vois? Mhm. Non, je suis complètement d'accord avec toi parce que malgré tout, cette relation m'a permise de comprendre à un âge un peu plus avancé, certes, mais de comprendre ce que je ne pouvais tolérer, ce que je ne pouvais plus surtout tolérer. Parce que c'est vrai que on a eu 9 ans de relation. Alors moi, j'ai jamais été du style à laver mon linge sale en public. Là, c'est d'ailleurs la première fois que je vais parler de certaines choses euh, qui se sont passées lors de cette relation, euh, dont ma famille, mes amis proches ne sont pas au courant. Mais c'était quelqu'un qui avait tendance assez souvent à me rabaisser. Euh, il y avait des phrases qui étaient difficiles, comme si tu venais à grossir, je te quitte. Euh, c'était constamment à dire ah, tu sais pas faire ça, t'es nul. Enfin, ça a commencé comme ça en fait. Ça a commencé comme Ouais, ça c'était et à plein de fur et à petites mesure. humiliations au fur et à mesure, quoi. Mais moi en fait, je répondais toujours à ces humiliations. Donc je me suis dit à partir du moment où j'ai du répondant en fait, et tu vois bien que je me laisse pas faire. Donc pour moi, c'était, tu vois, je partais d'un principe de tu m'humilies, mais moi je te réponds et je te dis que je suis pas d'accord avec toi, donc je me laisse pas faire. Donc en fait, pour moi, la balance elle était équilibrée, tu vois. Alors qu'en fait, c'est Mm. pas du tout comme ça qu'il faut raisonner, mais on va dire ça à une gamine de 20 ans. Ouais, puis encore une Et fois, vis-à-vis finalement, de ce que tu avais vécu, c'était la réponse, j'ai envie de te dire, la ah, tout plus. à fait. En fait, il avait cette masculinité que je cherchais de par l'abandon de mon père, parce que je n'en ai pas parlé, mais mon père a refait sa vie après la séparation avec ma mère. Euh, il a refait sa vie une première fois avec une femme avec qui je m'entendais bien. Et malheureusement, ils se sont séparés. Et il y a eu une deuxième femme avec qui, par contre, ça ne passait absolument pas. Et j'ai eu le malheur de le dire à mon père. Je me suis dit, cette femme-là, elle va profiter de toi parce que mon père avait plus d'argent. Euh, je n'ai pas confiance en elle. Elle a eu des comportements qu'elle ne devrait pas avoir. On va ausculter les comportements, je ne veux plus parler d'elle, mais bref. Et en fait, mon Le père, à l'âge karma de frappe 18 ans, toujours, tôt ou tard. voilà. Et à l'âge de 18 ans, en fait, mon père m'a dit, bah écoute, bah, en fait, t'as plus besoin d'un père pour grandir, t'as plus besoin d'un père, t'as 18 ans, donc autant se dire adieu, quoi. Et, euh, et j'ai dit, mais en fait, Sans un père, événement précis qui a déclaré ça, ça a été juste si, brutal comme il y a ça. eu non, en fait, il y a eu une grosse dispute. Il y a en fait, si tu veux, après le lycée, je me suis retrouvée donc à vivre avec mon père parce que ma mère ne pouvait pas m'accueillir. Euh, donc, j'ai vécu dans un mobil-home pendant 6 mois avec mon père parce que mon père construisait sa maison. Et c'est pendant cette période-là qu'il a rencontré cette femme-là. Euh, et en fait, un week-end sur deux, j'allais chez mon père et un week-end sur deux, j'étais chez mon copain à l'époque, donc avec qui je suis restée 9 ans. Et en fait, quand on y allait, bon, déjà, on y allait, mais sans confort, hein. C'est-à-dire que quand tu es dans un mobil-home, en plus, dans un mobil-home, bah, c'est tout petit, tu es avec ton père et tu as ton compagnon à côté, donc tu n'as pas forcément ton intimité, quoi que ce soit, tu vois. Mais on le faisait quand même parce que ben, ça restait mon père et que j'avais besoin de le voir, tout ça. Et en fait, des fois, il nous faisait venir, mais il partait chez sa copine, tu vois. Et, euh, Ok. et elle ne m'acceptait pas forcément dans sa vie parce qu'en fait, elle voyait que j'avais un lien très fusionnel avec mon père. Et elle en avait un petit peu peur, et même elle me l'avait dit, hein, à l'époque, elle m'avait dit, mais en fait, ton lien avec ton père me fait peur parce que j'ai l'impression que j'aurai jamais une place dans sa vie. Et je lui dis, ben, c'est un peu bête de réagir comme ça, puisque ben, ça reste, si vous vous aimez tous les deux, voilà, il y a pas de raison que j'accepterai à partir du moment où tu le respectes et que tu es gentil avec lui, enfin bref. Et en fait, cette femme-là a semé la zizanie à un point où une fois j'étais rentrée du travail. euh, Ouais. J'avais travaillé pendant 10 heures d'affilée, j'étais bien fatiguée ce jour-là. Et je ne sais pas pourquoi, elle a commencé à me prendre la tête,
à me dire que j'étais une mauvaise fille, que j'étais une peste, et ci et ça, et puis à me secouer. Mais mon père était là, mon père laissait faire, tu vois. Et je lui dis, en fait, lâche-moi, tu n'as pas à me toucher, tu n'es pas ma mère, tu es personne pour moi, en fait. Si quelqu'un doit me dire quoi que ce soit, c'est mon père et ma mère et pas toi, en fait. Tu as eu des comportements que tu n'aurais pas dû. En fait, voilà, l'histoire, c'est parce que j'avais dit à mon père, elle a eu des comportements qu'elle ne devait pas avoir, notamment à toucher la cuisse de mon compagnon à l'époque, tu vois, enfin, des comportements, tu vois, vraiment qu'elle ne devait pas avoir, quoi. En fait, et se mêler de ma vie aussi avec ma mère, de parler en mal de ma mère devant moi, tu vois. C'est ce Ouais. genre de comportement qui était toxique, et je lui avais dit clairement, je lui ai dit, en fait, non, ce genre de choses, tu n'as pas à le faire. Bref, c'est un peu brouillon là, mais. Non, non, Et donc non, ce non, t'inquiète, jour-là, tout le monde comprend, hein. C'est moi, j'ai des têtes très expressives, mais frère, et les gens s'en foutent. Ouais, et ce jour-là, donc je suis rentrée du travail donc au mobil-homme. Elle était là, lui il était là, donc lui il buvait son café. Elle commence du coup à m'incendier, à me parler mal et tout. Puis là, elle commence à rentrer dans ma petite chambre parce que en clair, faut dire ce qui est dans un mobil-homme, bah tu mets un lit c'est tout. Et moi en fait, vu que j'avais pas d'affaires pour ranger mes affaires, mes affaires étaient sur mon lit, tu vois. Et elle commence à prendre toutes mes affaires, à les balancer en dehors de ma chambre, tout ça. Enfin bref, elle a commencé à devenir mais une hystérique quoi. Et elle m'a insulté de petite peste, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je dis en fait, c'est bon, t'es personne pour me parler comme ça, tu vas redescendre tout de suite. Et elle a commencé à m'attraper par les bras et à me secouer, mais genre fort, tu vois. Sauf que moi, j'avais mon café dans les mains à ce moment-là. Et ça faisait des semaines et des mois que je supportais son mauvais comportement. Et voyant que mon père ne réagissait pas, je lui ai balancé mon café en fait sur elle. Bon, il n'était pas chaud, Violence donc parce que j'en ai réactionnelle, vu. c'est ce qu'on dit. Voilà. Mais en même temps, tu sais, quand tu as vécu des violences toute ta vie, ben, au bout d'un Ouais. moment, tu finis par avoir des réflexes, même si tu n'as pas envie de les avoir, tu les as. C'est instinctif, tu peux pas changer. Bon, bah, ça n'a pas loupé, mon père s'est levé, excusez-moi du terme, il m'a défoncé la gueule, hein. Donc, je suis sortie du mobil-home avec toutes mes affaires, avec ma pauvre petite Mégane 1 phase 2 à l'époque, à devoir mettre, oui, tu t'en souviens, Je m'en rappelle bien de à devoir celle-là, ouais. mettre à devoir mettre du coup ben, toutes mes affaires dans ma voiture et à me retrouver à la rue du coup. Donc je suis allée chez mon copain de l'époque, mais bon bah forcément tu te doutes bien que je pouvais pas rester chez eux, donc j'ai demandé à ma mère si elle acceptait bien de m'accueillir à cette époque-là, qui m'avait répondu oui mais que 6 mois parce que moi aussi j'ai le droit de refaire ma vie. Ok, bon voilà. Ouais. Donc tu vois, en fait, à 18 ans, j'ai tout de suite dû en fait gérer ma vie d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que je trouve du travail, il fallait absolument que je travaille pour avoir de l'argent, que je puisse moi-même subvenir à mes besoins et que je puisse emménager dans un appartement ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance Ouais, ouais. justement que à cette époque-là, ben, j'étais déjà en couple depuis 3 ans, que ça se passait bien, que lui, il avait un CDI, que moi, j'arrivais toujours à avoir du Hmm. travail, donc on a fini par louer une maison tous les deux et j'ai réussi à m'en sortir comme ça. Et là-dessus, je n'ai rien à dire, hein, c'est aussi beaucoup grâce à lui, parce que s'il n'avait pas été là, je ne sais pas si j'avais réussi à pouvoir me gérer, on va dire, financièrement. Donc heureusement, quelque part, qu'il était là à cette période-là, en tout cas. C'est ce que Mais j'allais du coup, dire. il a su Après, me faire bon, remarquer après. qu'importe la relation, qu'elle devienne toxique ou pas, on va pas se mentir que malgré tout, on vit aussi des périodes ou des événements avec eux, déjà d'une qui nous font grandir, mais en plus de ça, Mhm. parfois qui peuvent nous être bénéfiques à notre propre évolution à l'instant T. Tout à fait. Bon, pas tout le temps, hein, j'ai envie de dire. Il y en a qui s'appauvrissent à cause d'eux, mais dans le sens où, comme tu dis, moi j'ai le souvenir de cet homme, certes, comme tu dis, a un aspect très très macho, mais on Masculin. savait très bien de Mhm. qui. Oui, mais encore une fois, il y a masculin et masculinité toxique, tu vois. Oui, 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 je Parce sais. que moi j'en connais qui sont capables d'être super galants, super romantiques, mais derrière c'est une toxicité de ouf. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des gens qui sont équilibrés dans leur masculin non plus, tu vois. Ils le Mhm. font venant d'une base d'ego et non pas forcément d'une base saine. Donc forcément Ah oui, quelqu'un bah peut être clairement, très c'était l'ego. romantique. Voilà, quelqu'un peut être très romantique, mais pour flatter son ego, pas pour te faire du bien. Mhm. C'est vrai, Maintenant, tout à fait. connaissant la personnalité de cette personne, c'était quelqu'un qui était quand même très ancré aussi et qui avait en tout cas envie de reproduire un schéma familial dans lequel tu avais ta place, tu vois. Je Mhm. pense. Tu avais Oui, le alors ce qui est rôle adéquat. très, tout à fait, mais ce qui était très paradoxal, c'est que moi, depuis toujours, je lui ai dit, tu sais, moi, ma famille, enfin, j'ai pas du tout le même schéma familial que le tien.
Moi, dans ma famille, c'est pas la femme au fourneau et les hommes au bistrot, tu vois, enfin, clairement. Donc, je dis, moi, tu reproduiras pas la même chose avec moi. Je ne serai pas comme ça, en fait. Je ne serai pas la petite bobonne à tout faire. J'avais quand même cette force de caractère de lui dire, stop, je ne suis pas comme ça. Je ne subirai pas ce que toi subis, enfin, ce que les femmes subissent dans ta famille. Ça ne, ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas ma façon de faire. Jamais je serai comme ça. Et en fait, euh, jusqu'à notre mariage, en quelque sorte, il a toujours respecté ça. C'est-à-dire qu'il savait que lui aussi, il fallait qu'il mette la main à la pâte, tu vois. Enfin, quand on a emménagé ensemble, ça s'est très bien passé. Il y a eu forcément des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Puis j'ai mon caractère aussi, il faut dire ce qui est. Là-dessus, voilà, il n'y a rien à dire. Mais Ouais. à aucun moment, en fait, je n'ai senti un réel écart à ce niveau-là, tu vois. Même si son bien-être à lui passait prioritairement devant le mien, et ça, je m'en suis rendu compte avec les années, avec les autres compagnons que j'ai eu après. Mais à aucun moment, il y a eu un énorme écart comme il y a pu avoir après, enfin, après le fait que je sois rentrée en gendarmerie et qu'on ait été muté, et après le mariage surtout. Le mariage, ça a énormément changé. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que de toute façon, moi, je vois, j'ai fait l'expérience du mariage. Bon, c'était pas du tout le même contexte, mais ça a créé totalement une bascule dans la dynamique de couple. Pourquoi? Ah Parce oui, que je pense que le lien du mariage instaure une certaine forme de rigueur et d'image, sachant que quoi qu'on dise, la famille de cet homme était assez conservateur aussi sur cette image de mariage. Dans mes souvenirs, en tout cas, ils étaient quand même assez prompts là-dessus. Qu'est-ce qui a fait, en fait, au bout de combien de temps aussi de mariage, il y a eu cette bascule, peut-être de rôle. Et est-ce que c'est pas aussi, comme tu dis, le fait que tu été vers des désirs, toi, au niveau professionnel, des choses que tu avais envie de faire, que ça l'a mis dans une certaine, je dirais pas le mot contrariété, mais que tu puisses prendre, entre guillemets, ta propre indépendance et ton propre complètement. chemin, tu vois. Ça a commencé, effectivement, ça a commencé en fait juste avant le mariage, donc on était déjà fiancés. Euh, donc j'ai été mutée suite à mon école de gendarmerie dans l'Est de la France. Et en fait, dès le départ, même si on était fiancés, je lui avais dit, écoute, voilà, je sais ce qu'il en coûtera pour toi de devoir te séparer de ta famille. Donc je sais qu'on est fiancés, mais C'est vrai, il y avait cet épisode où vous avez déménagé. Ça, je m'en rappelle oui, bien, par contre. oui, Oui, oui. oui, ça y est. Et donc en fait, je lui ai dit, je ne t'en voudrais pas si tu veux mettre un stop à notre couple maintenant, si tu ne sens pas capable en fait de quitter ta famille. Mais moi, j'ai trouvé ma voie, je sais que c'est ce que je veux faire, c'est ce qui m'anime. Donc en fait, voilà, je vais partir, je vais vraiment partir, je ne m'empêcherai pas d'avoir mon indépendance parce que malgré tout, je me souviendrai toujours des phrases de ma grand-mère et de ma mère qui me disaient, il faut être indépendante, il ne faut pas dépendre d'un homme. Et ça résonne encore beaucoup en moi à l'heure actuelle. Et je me suis jurée que je serais toujours indépendante financièrement, que je ne dépendrais pas d'un homme. Et du coup, je lui avais fait le remarque, je lui avais dit, t'es sûre, tu es vraiment sûre que tu veux me suivre? Il m'a dit, bah oui, je t'aime, on va se marier. Donc oui, je vais te suivre, ça m'en coûte, certes, mais je vais le faire. Et en fait, Ouais, c'est à les partir de ce compromis, moment-là le où sacrifice, il a dit oui et sans prendre mesure de ce que ça allait être non plus, quoi. exactement. C'est pour ça que, en fait, donc, il a perdu son travail, sauf que ben, il perdait un travail où il gagnait une certaine somme pour que moi je puisse gagner un travail où je gagnais mieux, tu vois. Donc j'avais un CDI, et lui non. Je lui ai proposé qu'on se serre la ceinture pendant quelques temps pour qu'il puisse faire des formations pour des choses qu'il avait envie de faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Il a pu faire les formations qu'il voulait, euh, travailler dans une branche dans laquelle il ne travaillait pas auparavant, mais qui lui plaisait encore plus, qui le passionnait même. Euh, mais c'est vrai que ça a été très compliqué parce que, ben, effectivement, la séparation avec sa famille, ça faisait 20 ans qu'il vivait avec sa famille. Euh, ouais, ça a été très compliqué. Et il m'en a voulu. Il allait tout le temps, tu vois, c'est ça qui était. En fait, c'est là où il y a eu le début de la cassure entre nous, avant même le mariage. C'est qu'en fait, il se plaignait de moi. Il appelait sa famille et nos amis, nos meilleurs amis, pour se plaindre de moi. Ouais. Oui, cours ci, cours ça, et patati et patata. Et puis c'est vrai que j'avais un boulot qui était très prenant, qui me fatiguait beaucoup. Et donc en fait, c'était toujours, de toute façon, il n'y en a que pour la gendarmerie, il n'y en a que pour ci, que pour ça. Mais il ne se souciait pas de ce que moi je vivais à l'époque. Tu vois, dans ma première affectation, j'ai vécu du harcèlement moral au travail. Et Mm. à aucun moment, tu vois, il a essayé de
de comprendre ce qui se passe, de pourquoi je suis comme ça, pourquoi je vais pas bien. C'était en fait son malheur à lui, parce que tu te rends compte, il avait quitté sa famille, quoi. Ouais, et puis c'était un besoin aussi d'attention. Tu vois, il y a un point que tu as dit tout à l'heure, le fait que tu gagnes plus d'argent que lui. Aujourd'hui, des mecs qui Mm. sont super insécures avec eux-mêmes ou qui sont plutôt, et je vais poser le mot hein, à ce que ça ne déplaise à certains, qui sont très immatures. Une femme qui réussit beaucoup plus, c'est pour ça que je parlais de ce sentiment de frustration parce que moi, je sais qu'avec mon abuseur, c'est exactement ce qui s'est passé. Le fait, en tout cas, euh, que je réussisse à m'en sortir beaucoup mieux que lui et d'un point de vue émotionnel, pas forcément que matériel parce que le mien c'était une loque qui Mhm. servait à rien. Mais même d'un point de vue émotionnel, ces gens-là sont capables d'être jaloux, en tout cas de votre propre épanouissement, et c'est là où ça devient vraiment très malsain. On passe à un autre niveau de la toxicité quand même. Et comme tu dis, c'est des gens qui, pour se sentir un peu plus, et j'en reviens à ce mot-là et cette notion, dans leur contrôle et dans leur masculinité, Masculinité. vont avoir besoin d'aller chercher des avis extérieurs pour se sécuriser émotionnellement puisqu'ils manquent de cette intelligence-là aussi à l'intérieur, tu vois. Exactement. Bah, tu vois, un exemple tout bête, si moi j'avais un téléphone, il fallait toujours qu'il ait un téléphone mieux que le mien. Tu vois, Mm. un truc tout bête, on parle du matériel, mais même ça, tu vois, ça allait jusque-là. Et effectivement, à cause de lui, j'ai perdu une de mes meilleures amies. Alors, à cause de lui et grâce à lui aussi, parce que finalement, c'était pas une amie pour oser me cracher du sucre sur le dos, alors que, ben, en fait, c'était censé être ma meilleure amie, tu vois, pas la sienne. Mais donc, je me suis rendu compte aussi un petit peu de de mon cercle amical qui m'entourait, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, il y a eu plusieurs phases en fait juste avant le mariage où je me suis posé la question, est-ce que tu veux vraiment finir ta vie avec un homme qui n'est ni là pour t'épauler, ni là pour te soutenir, qui crache sur ta gueule à longueur de journée envers sa famille et ses proches et nos proches, euh, qui ne veut plus faire aucun effort à la maison. Je me souviendrai d'un exemple flagrant, mais ça c'était juste après le mariage, mais ça m'avait choqué. On avait fait un repas de fin d'année avec le travail, et en fait il y avait quelque chose qui était, je pense, avarié, qu'on a mangé, et du coup on a tous été malades. Super pour des gendarmes. Bref. Et en fait, le lendemain, en fait, on devait préparer nos affaires parce que dans la nuit, après, on partait en Bretagne. Donc, tu vois, dans l'est de la France, partir dans l'ouest, ça fait beaucoup d'heures de route. Donc, on avait des choses à préparer. Et, euh, et donc, j'étais malade toute la journée, je ne pouvais rien préparer. Et lui, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas et il m'avait dit, en fait, c'est bon. Donc, aux alentours de 15-16 heures, il était venu me voir dans la chambre. Il m'a dit, bon, c'est bon, maintenant, tu vas te lever, tu vas aller faire le ménage avant qu'on parte quand même. Mais j'étais malade comme un chien, j'ai vomi toute la nuit, mais ça l'avait gonflé, tu vois. Puis on avait un petit chien qu'on venait d'adopter et il m'avait dit, puis tu vas aller sortir la chienne. Mais j'ai vomi Oui, toutes les donc minutes. le côté émotionnel, voilà, c'était désaxé quoi. Ah Genre oui, en fait, tu servais oui, vraiment au rôle de la femme et il fallait que qu'importe un attentat ou un ouragan, tu répondes à ça quoi finalement. exactement, parce qu'il a été habitué à ça. En fait, il a été habitué à avoir une mère, je pense, qui était toujours Mm. hyper dévouée pour sa famille et qui Ouais. faisait tout dans toutes les circonstances. Alors, attention, sa mère, même encore à l'heure actuelle, je l'affectionne énormément parce que franchement, je me dis, mais la force qu'elle a dû avoir pour devoir subir tout ça, tu vois. Mais sauf que moi, j'étais pas capable, en fait, parce que je n'ai jamais vécu ce genre de choses et ça a été, en fait, ça a été à partir de ce moment-là où c'était une descente aux enfers. À partir du moment où on a déménagé, où on s'est quand même marié, parce que je me suis dit, 3 mois avant le mariage, on a invité tout le monde, je vais pas annuler, tu vois, la honte. J'ai pensé comme ça, tu vois, à l'époque, la honte, quoi. Je vais pas leur dire à cette époque-là, j'annule. Euh, donc on a fait ce mariage, qui était un très beau mariage d'ailleurs, hein. Oui, Et après de en fait, souvenir, c'était eux qui avaient financé ça en plus, donc tu avais une certaine forme de ah pression non, pas aussi. du tout. Ah Pas bon? du tout, pour le coup, non, non, c'était nous qui avons tout financé avec D'accord, je notre pensais que argent à c'était ses nous. parents, tu vois, à l'époque, donc c'est pour ça que je m'étais Ouais, dit non, bon non. bah peut-être que il y a une forme de pression, Alors genre on a fait oui, ci, bon c'est pas. ses parents ont donné un petit peu d'argent, mais comme dans ma famille, ils ont donné un petit peu d'argent, tu sais, enfin voilà. Mais en tout état de cause, c'est nous qui avons financé notre propre mariage. Euh, Ok. enfin voilà, donc non, non, là-dessus, il n'y avait pas de pression, tu vois. La pression, c'était plus que tout le monde attendait ce mariage avec impatience. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, tu vois. Donc en fait, pour eux, tout le monde attendait que ça, quoi.
Puis après, bah, forcément, il y avait la pression pour avoir un enfant avec lui. Mais moi, à cette époque-là, il était hors de question que je fasse un enfant. C'était inenvisageable. Ouais, Je me suis ouais, dit, ouais. pour Après, avoir eux, deux ils avaient enfants à ces la maison, cadres-là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est voilà. ce que je te dis. Le problème de cet homme-là, comme tu disais, moi, j'ai une image de lui où il était super sur son image, son apparence, tu vois. Alors, quelqu'un de Exactement. très agréable, hein, de souvenir. J'ai des très bons souvenirs en tout cas, mais très axé. D'ailleurs, c'est un des seuls qui m'a fait croire qu'une montre pouvait couper du et que j'ai cru ça pendant des années. Oui, je Moi, vois je ce m'en genre. rappelle. Moi, je m'en rappelle. Mais c'est vrai que c'est souvent ça, malheureusement, les gens qui grandissent dans un cadre surprotégé ou pas. Moi, je vois Mm. le cas de mon abuseur, c'était un peu ça, mais façon sociopathe, tu Oui, vois. Donc, c'était. Voilà, non, il y a eu quand même un extrême entre ton abuseur et mon ex-mari, ouais, effectivement. mais dans le sens, le Même rapport à moyennement. la mère était un peu le même, c'est-à-dire que Ouais. l'image était importante beaucoup plus que le résultat et le résultat émotionnel, parce que c'est ce qui a Alors, fait, lui, je pense, la situation. c'était pas l'image de sa mère, c'était l'image de son père. En fait, il avait une telle pression parce que son père le mettait trop sur un piédestal. D'ailleurs, ce qui m'avait choqué à l'époque, pardon, c'est qu'il disait toujours que son enfant préféré, c'était lui. Ah ouais? C'était le genre de phrase qu'il pouvait dire comme ça dans des repas de famille, en ayant un petit peu bu, tu vois. Et moi, ça m'a toujours choquée parce que je voyais en fait son frère et sa sœur à côté, notamment son petit frère. Hmm. Franchement, je me souviendrai toujours de son visage dans ce genre de situation, mais j'avais une haine profonde à ce moment-là parce que je me suis dit, mais comment on peut en fait dire devant tout le monde, mon préféré c'est lui? Alors il ne le disait pas comme ça, mais tu sais, il disait, Ouais, oui, mais c'était avec lui tourné. j'ai un lien, ouais, j'ai un lien qui est beaucoup plus fort, mais c'est parce que c'est le premier, patati patata. Mais tu peux pas te permettre de dire ça. Et tu vois, là, même sa femme à l'époque, me disait, non, en fait, moi j'aime mes trois enfants autant les uns que les autres. Hmm. On peut pas en fait aimer quelqu'un de plus que l'autre. On les aime peut-être d'une façon différente, mais on les aime au même niveau, tu vois. Ce qui est vrai, en soi, ce qui est vrai. Mais bref, tout ça pour dire que ben, après le mariage, tout a basculé, notamment moi au niveau du travail, j'ai fait un énorme burn-out parce qu'en fait, j'ai subi du harcèlement au travail avec un de mes chefs supérieurs qui était très très dur avec moi, qui m'insultait ouvertement, même devant des civils, qui me faisait des plannings où j'avais aucune vie en fait à côté, enfin bref, qui m'insultait de sudiste de merde parce que ben, je venais du sud, que lui il était de l'est, donc voilà, enfin bref, ça a été très compliqué. Et, euh, et en fait, je me souviens à un moment, j'avais plus besoin de mon ex. Il avait décidé de descendre dans le sud pour passer le nouvel an avec sa famille. Donc je l'ai laissé faire parce que ben, je savais qu'il avait besoin d'être avec eux, sauf que moi, à cette époque-là, j'étais dans un moment où je sentais que j'allais vaciller très rapidement. Et, euh, et c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé non plus auprès de ma famille, mes amis, tout ça. Mais en fait, j'ai eu une intervention où j'ai eu un policier qui s'est suicidé sur mon lieu de travail. Et, euh, et en fait, ma première pensée, ça a été, en fait, ça pourrait être moi, parce qu'il a vécu des choses similaires à moi au niveau du travail. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, et c'est l'une des morts que j'ai fait dans mon travail qui m'a plus marqué, parce que je me suis dit, mais on en vient à avoir un point de détresse à ce point, quoi, à laisser les gens qu'on aime, parce que ben, on n'en peut plus de ce monde, on n'en peut plus de cette vie. Et donc ce fameux soir de Nouvel An où mon ex était parti, où j'avais pas vraiment eu de nouvelles de lui parce qu'il était en train de faire la fête avec sa famille. Euh, Moi, ben, j'avais pas d'amis là où j'étais. J'étais seule, quoi. J'avais juste ma chienne, en fait. Et en fait, j'ai eu envie à ce moment-là d'abréger mes souffrances. Et, euh, et du coup, j'ai pris mon arme et je l'ai dirigée vers ma tante. Et ce qui ne m'a pas fait passer à l'acte à l'époque, et c'est ça qui est quand même assez fou, c'est que ma chienne, en fait, elle est venue me voir avec sa laisse dans la gueule, genre de dire maintenant c'est l'heure de sortir, maman. Et du coup, je me suis dit, mais je peux pas, en fait, elle a besoin de moi, tu vois, elle a besoin que je sois là pour la sortir, pour s'occuper d'elle. Et qu'est-ce qui va se passer si je venais à mourir maintenant?
mon ex il rentre que dans 4 5 jours, elle va pas rester seule pendant 4 5 jours, c'est pas possible. Tu vois, genre, ce journée, lui a pensé comme ça, hein. Donc, j'ai posé mon arme, je l'ai pris, on a sorti, on a marché pendant 1 heure toutes les deux. Et, euh, et bah forcément, on est rentré, j'étais épuisée, donc je suis partie me coucher, mais je peux le dire clairement, c'est elle qui m'a sauvé la vie à ce moment-là, parce qu'avec tout ce que j'avais vécu, tout ce que je vivais, en fait, je me disais, j'ai beau tout faire pour réussir, j'ai beau tout donner de mon être pour que les choses se passent bien, pour ne pas être en conflit avec les personnes, ça c'est mon côté balance, euh, pour tout réussir, tu vois, et en fait, il y a toujours des épreuves qui s'ajoutent, et donc c'est pour ça que je voulais mettre fin à mes jours, quoi. Ben, on en parlait hier, mais c'est vrai qu'aussi le gros problème des personnes qui ont eu des traumatismes très importants et qui plus est, je pense émotionnellement, vont compenser. Et moi, j'avoue que j'ai fait partie de cela pendant longtemps et en ce moment, c'est un peu la révolution solaire parce que je dis merde à tout le monde. Mais j'ai eu cette notion, ou presque, de beaucoup avoir besoin de voilà d'être un people pleaser comme on dit en anglais, Mm, quelqu'un qui fait plaisir à tout le monde, qui garde la face, qui malgré tout ben continue à sourire, et typiquement l'année dernière voilà ça a été un petit peu l'événement le plus traumatique et le plus violent c'est le cas de le dire, mm, et qui m'a fait comprendre que bon c'est très bien de vouloir aider les autres et de vouloir les sauver, mais toi, t'en es où? Et malheureusement, moi, je sais que j'ai fait face à des tentatives de suicide pour des raisons bien différentes. Mais en tout cas, ce sentiment de désespoir est réel quand tu n'as mm. plus vraiment la capacité de trouver ce nouvel air pour reprendre la vie, c'est très compliqué. La dépression, contrairement à la tristesse, c'est un sentiment très profond. Moi, je me rappelle de ne plus pouvoir sortir de mon lit, quoi. Et je me Mhm. rappelle appeler mes patrons et leur dire, c'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas, quoi. Genre, je Mhm. peux pas. Et malheureusement, c'est vrai que ce qui est le plus dangereux aussi dans ces processus, c'est quand on commence à réfléchir au comment et au pourquoi. Moi, je sais que j'avais mis en scène tout un scénario. Dieu merci, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est vrai que quand on arrive à ce moment-là, si on n'a pas un petit signe ou quelque chose qui nous fait nous rattacher un petit peu à la vie ou quelqu'un, c'est pour ça que les animaux, je tiens à le redire, moi aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'affinité avec les animaux qu'avec certains humains. Je pense que concrètement, ce chien n'a pas eu cette action pour rien. Mm. Il faut voir ces petites choses-là aussi. Maintenant, c'est vrai que certains contextes comme le harcèlement et qui plus est au travail, quand on est une femme, c'est quelque chose qui doit être horriblement pesant, surtout dans un environnement aussi masculin. J'imagine que la gendarmerie, ça doit pas être facile. Qu'est-ce que tu as fait après cet épisode? Est-ce que tu as pris du temps pour toi? Est-ce que tu as demandé un genre de break, de l'aide, ou tu as continué, tu as enterré un peu cet événement-là, ou ça t'a fait avoir un déclic aussi au niveau de toi-même? Alors oui, en fait, parce que si tu veux, pendant plusieurs années, j'avais la sensation d'être une moins que rien, qui ne savait rien faire, qui était minable en fait, et qui avait toujours besoin d'avoir soit son mari, soit d'autres personnes pour réussir dans sa vie. Et en fait, le fait que j'avais cette chienne qui m'a demandé à ce moment-là de sortir, je me suis dit, en fait, non, je ne suis pas rien, parce que je suis quelqu'un pour elle, tu vois. Et, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, maintenant c'est bon, je vais plus me laisser emporter par la mélancolie. Ça fait trop d'années que je subis ça depuis mon adolescence finalement, puisque si je faisais le schéma de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, en fait, à chaque fois, je répétais, enfin, c'était la même répétition, quoi. Mm. Que des traumatismes, et je me laissais entraîner par ces traumatismes. Je les cachais dans un coin de ma tête. Je mettais le masque de Coco, enfin Gwendo, tu vois, la souriante. Et en fait, non, c'était pas ça, parce que j'enfouissais tout au fond de moi. Et Mm. j'ai fini par parler à un collègue de travail de ce qui m'arrivait au boulot. Et là, en fait, tout s'est enchaîné parce que ben, forcément, ils ont été choqués de savoir ce qui m'arrivait, pour certains qui ne travaillaient pas avec moi directement. Et donc, j'ai demandé à être vue par des grands chefs, on va dire, à être reçue, à expliquer tout ce qui se passait, tout mon mal-être. Ça a été un long processus, parce que ça a duré quand même plusieurs mois.
où je continuais malgré tout à travailler dans le même climat. Et en plus de ça, mon patron savait que je l'avais signalé aux autres, au grand chef. Mais au bout d'un moment, on m'a dit, bon, ben voilà, euh, on a conscience de ce que vous dites, mais on ne peut pas vous muter là où vous voulez partir, parce que moi, du coup, je voulais partir de l'Est, hein. On va vous garder dans le département, choisissez une unité où vous voulez aller, on vous emmènera dans cette unité-là pour vous sortir de là où vous êtes. Donc moi déjà c'était la résurrection, je me suis dit enfin je vais pouvoir prouver ce que je vaux, enfin je vais pouvoir repartir sur de meilleures bases. Et donc je leur ai dit ben, mettez-moi dans la plus grosse unité en fait de l'Est pour que je puisse prouver que je suis capable en fait, que je suis pas, il ne manque rien, que je sais pas ce qu'a dit en fait cet homme-là. Et donc c'est ce qui a été fait et là ça a été les 3 plus belles années de toute ma vie en gendarmerie. Vraiment pour le coup euh, on a pu, quand je suis arrivée dans cette unité, donc j'avais toujours cette crainte en fait de me dire je suis moins que rien, je suis nulle, je suis ci, je suis ça. Donc il a fallu travailler longtemps pour que je puisse avoir confiance en moi. Mais à fur et à mesure, j'ai grandi, tu vois. Quand les gens me disaient ben, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ça, ben dis donc ta procédure elle est propre. Enfin, tu vois, je me suis dit ben, en fait je suis pas si nulle que ça. On m'a fait croire pendant tout ce temps que je l'étais, mais je ne suis pas si nulle que ça. Et quand je voyais que j'arrivais à résoudre des enquêtes, enfin, à mon niveau, parce que j'étais qu'une simple APJ à l'époque, tu vois. Donc, quand je voyais qu'en fait, ce que je faisais, ça aidait les gens et qu'on me remerciait, et qu'on me félicitait, j'ai eu des lettres de félicitations de la part de mes chefs, tout ça, je me suis dit, en fait, je vaux quelque chose, je suis pas Bien une sûr. merde, en fait. Et, et à fur et à mesure de ce moment-là, la relation avec mon ex-mari commençait à devenir de plus en plus conflictuelle parce que ben, je reprenais confiance en moi. Donc voilà, j'avais reperdu beaucoup de poids, je faisais beaucoup de sport, donc j'avais un physique assez musclé, qui ne lui plaisait pas. Euh, et puis j'avais envie de profiter de la vie tout simplement et on n'avait pas les mêmes attentes à ce moment-là. Et en fait, on se disputait beaucoup à partir de ce moment-là. Vraiment, ça a commencé à être tellement intense qu'au bout d'un moment, je lui ai clairement fait comprendre en fait que je ne savais pas si je voulais rester mariée avec lui parce que je voyais bien qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde, quoi. Mais malgré tout, puisqu'on était mariés depuis seulement 1 an, je me voyais mal aussi, tu vois, dire en fait c'est bon, je divorce parce que la honte, c'est toujours l'image, tu vois, de la personne. En fait, toute ma vie, j'ai fonctionné par rapport aux images que les autres me renvoyaient. Mm, Tu vois, mm, j'ai mm. jamais réussi à m'affirmer, même si je prouvais le contraire, si j'ai toujours montré que j'étais une femme forte, indépendante, tout ce que tu veux, l'avis des autres était très, très, très important au fond de moi. Et j'ai en fait eu vraiment le déclic de quitter lorsque j'avais 25 ans, du coup. Donc après 9 ans de relation, où bah, en fait j'ai vécu plusieurs choses avec lui qui ont fait que je me disais, je sais pas comme ça que je veux vivre. C'est pas en ayant pour mettre un peu le contexte, pour on va dire les choses les du moins grave jusqu'au plus grave qui a pu arriver dans notre couple. Euh, je travaillais des fois pendant 12 heures d'affilée, si ce n'est plus. Donc je commençais à 7-8 heures du matin et des fois je rentrais pas avant 21 heures, 22 heures. Et c'était une journée continue parce que ben, c'est le travail, c'est comme ça, je vais pas me plaindre. Je l'ai choisi moi. Et je rentrais et le repas n'était pas fait. Et puis il était assis dans le canapé et puis on regarde, il fait bon, bah tu me fais à manger maintenant. Putain. Voilà, c'est ce genre de choses. Et en fait, j'en arrivais à un point où, quand je rentrais, je disais, ben, de toute façon, je vais à la salle de sport, donc fais-toi à manger. Donc, je faisais exprès de prendre mes affaires pour repartir, pour ne pas le voir, en fait. Mm, Et mm. du coup, ben, niveau sexuel, on n'avait quasiment plus rien, forcément. Parce que ben, j'avais plus envie de me donner à lui. J'en arrivais à un point où il me dégoûtait, en fait. Ça devenait compliqué. Mm, mm. Et là, je vais rentrer sur un détail que je n'ai jamais dit à presque personne. Euh, il arrivait des fois que, en plein milieu de la nuit, je me réveille parce que je le sentais me pénétrer. Ah, sans même, genre, te réveiller avant ou quoi, c'était... Non, non. Et quand Oui, donc là, on peut poser quand même le sujet et le terme de viol conjugal, même si encore aujourd'hui, c'est assez difficile à définir dans certains contextes. Là, pour le coup, c'est très c'est quand compliqué même à assez définir clair. parce qu'en fait, ben, quand je me réveillais et que je sentais ce qui se passait, soit je le rejetais,
soit je le laissais faire parce que je me suis dit, de toute façon, c'est fait maintenant. Voilà quoi, je peux pas lui donner, je peux pas lui donner en fait, j'arrivais pas à lui donner ce qu'il voulait et maintenant qu'il veut, bah, en fait, je vais le laisser faire parce que c'est mon devoir de femme en fait. Tu vois, c'est toujours le rapport de, c'est mon devoir de femme. Mm, Et mm, j'ai mis un moment aussi pour comprendre que ce qui se passait là, c'était pas du tout normal. Je devais pas, j'aurais pas dû vivre ça. Et mm. au bout d'un moment, en fait, j'en suis arrivée à un point où je dis maintenant c'est bon, on arrête tout. Euh, tu vas dans la chambre d'amis et moi je reste dans la chambre. Voilà, je veux plus que tu sois dans mon lit, quoi. Pour aussi stopper ça, parce qu'en fait, lui, il comprenait pas. Il me disait oui, mais tu te frottais à moi quand tu dormais. Mais comment ça, je dormais en fait. Tu vois, c'était ce genre de choses. Non, mais ils auront toujours C'était. les meilleures réponses à leurs abus. C'est comme, par exemple, d'autres sujets comme le fait de partager des finances. On est ensemble, on est à deux, donc c'est pas du vol, tu vois. Moi, j'ai entendu ça, bon, à une Oui. autre mesure. Et ben, tu vois, Tu les vois, finances, ça doit pareil. justifier le truc, quoi. Et ben, les finances, c'était pareil. Si j'avais le malheur de dire, ben, je vais aller m'acheter un sac à main. Mais attention, j'ai jamais été quelqu'un de très Oui. luxueuse, hein. Encore à l'heure actuelle, mes vêtements, même si j'ai de l'argent, je vais pas acheter mes vêtements chez Yves Saint Laurent, tu vois. Je vais sur Shein, Pink, enfin Pinky même plus, tu vois, Primark. Enfin, bref, Ça fait longtemps qu'on rentre plus dedans, Pimki. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, enfin, je veux dire que je suis pas quelqu'un de très luxueux. Tu vois, mon sac à main le plus cher, je crois que je l'ai payé 60 euros. Donc en fait, c'est rien du tout, tu vois. Et, euh, et en fait, il fallait toujours que je dise, est-ce que je peux? Hmm. Alors que je gagnais Ouais, il y avait une énormément forme d'argent. de violence financière aussi, finalement, et de contrôle Je sur dirais les pas, finances. voilà. Pour moi, c'est pas de la violence, mais c'était plus du contrôle. En fait, il fallait qu'il contrôle tout ce qu'on achetait, tout ce que c'était, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai marre. Je me suis dit, mais putain, quoi, tu bosses, tu fais entre 70 et 90 heures semaine. Tu vis des choses pas faciles. Si c'est en plus Ouais. pour que tu rentres à la maison avec un mec qui te laisse rien faire au niveau de tes finances, qui se comporte comme un tocard, qui te prend encore pour la bonbonne à la maison. En fait, à 25 ans, j'ai eu ce déclic de me dire, mais en fait, tu veux quoi? Tu veux vivre toute ta vie avec quelqu'un qui n'est pas capable d'être une épaule sur laquelle tu peux te reposer? C'est Ou ça. est-ce que tu as envie de changer et d'essayer de trouver quelqu'un, tu vois, qui pourrait justement être cette épaule-là, qui va pouvoir te soulager euh, quand ça ne va pas, clairement. Et c'est ce dont j'avais besoin. Et finalement, Hmm. j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fini par le quitter pour de bon. Je lui ai dit, voilà, maintenant on demande le divorce. Ça a été un long processus très compliqué parce qu'il avait forcément pas accepté. Euh, il m'avait dit qu'il changerait. Alors j'ai vu hein, qu'il avait fait des efforts vers la fin, mais en fait c'était trop tard. Le mal était fait. Ça faisait 2 ans que je lui disais ton comportement ne me plaît pas. Ouais. Tu as changé. Ce n'est plus l'homme que j'ai connu et que j'ai aimé. Je vais finir par partir et je vais finir par partir pour aller avec quelqu'un qui me donnera ce que toi tu peux pas me donner. Et finalement c'est ce qui s'est passé. Et c'est là où du coup, ben, juste après, vraiment juste après pour le coup, j'ai rencontré le père de mon fils. Ouais. Bon, ça, c'est vrai qu'on en avait parlé. Il me semble qu'on avait divorcé en plus un petit peu à la même période, Oui, c'est ou vrai. à une année près. Mais tu vois, moi, ce qui me surprend là dans ton discours, c'est que toi-même, tu l'as dit, et je vais te quitter pour quelqu'un qui sera mieux. Jamais à un moment, à ce moment-là de ton parcours où tu étais indépendante, que tu allais retrouver une forme de liberté, tu t'es dit, je prends du temps pour moi, et puis je advienne que pourra, quoi. Non, et je sais pourquoi maintenant, parce que j'ai travaillé là-dessus. Euh, je n'avais plus mon père, donc je n'avais plus de figure masculine. Hmm. Mon père m'avait abandonnée. Mon père, j'avais essayé de revenir vers lui à plusieurs reprises et ça a toujours été un énorme échec. Et j'avais besoin, en fait, d'avoir un protecteur. Parce que je n'avais plus ce protecteur-là que j'avais à l'époque. Hmm. Parce que mon père, Ouais, ouais, malgré bien sûr. tout, était un protecteur envers moi. Et j'avais besoin, en fait, de ça. J'avais besoin d'avoir quelqu'un sur qui je pouvais me reposer, sur qui je pouvais me sentir protégée. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré le père de mon fils, ça a été, ça n'a pas été le coup de foudre, hein, loin de là. Pour lui, si, mais parce que moi, j'ai quand même mis un petit peu de temps avant de lui donner confiance et avant de réussir à lui donner mon cœur. Mais finalement, c'est quand même arrivé assez rapidement. Et en fait, je me suis rendu compte, mais pour la première fois, je suis avec un homme qui prend vraiment le temps de s'occuper de moi. Hmm. C'est-à-dire que
À aucun moment il m'a rabaissé. À aucun moment, et ça a été tout le long de notre relation. On est resté 5 ans et demi ensemble. À aucun moment il s'est permis de me juger sur mes choix. À aucun moment il ne m'a bridé financièrement. Quand je n'allais pas bien, c'était le premier à me dire, allez, je t'ai préparé un bain, va te reposer, je m'occupe de tout à la maison. Tu vois, enfin, pour le coup, ça Bah a été après, une moi, ce qui m'a relation surprise dans incroyable. le contraste, en tout cas de ces deux relations, c'est que le premier avait ce côté, comme on disait, et on en a parlé l'autre fois au téléphone, très Oui, masculin, un peu toxique, et lui avait, à l'inverse, je trouve un côté très très féminin développé, mais tu vois la différence de ce que je disais entre un masculin plus toxique ou malsain et un ouais. masculin qui est déjà un peu plus sain. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais complètement. Et c'est vrai que ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais en fait, si les hommes qui prennent soin de leur femme, ça existe. Alors oui, je n'avais plus ce schéma ultra masculin que j'avais avec mon père, par exemple, d'un homme qui soit hyper directif, toujours dans le contrôle, tout ça. Mais Ouais, quelque mais part, à la ça limite, c'est existe peut-être toi toujours. qui avais pris ce rôle-là dans le couple aussi, tu vois. Oui, oui, pour le coup, c'était plus moi qui prenais les décisions, c'était plus. Mais en fait, ça m'allait, je m'adaptais aussi à lui parce que je me suis dit, j'ai quand même un très fort caractère et, euh, et malgré tout, il arrive à me canaliser, tu vois. Et c'est vrai que, bah, en fait, on arrivait à trouver un équilibre. Enfin, du moins, on a réussi à trouver un équilibre Bah, je pense que vous avez jusqu'à. trouvé aussi une forme d'équilibre parce que toi, comme tu disais au début, tu avais des énergies beaucoup plus masculines et lui peut-être un peu plus féminine. Du coup, ça a créé un équilibre. Alors que dans ta relation précédente, ce qui peut avoir eu un problème, c'est aussi déjà d'une, bah, l'évolution de chaque âme, entre guillemets, nos expériences nous font grandir, Mhm. mais aussi ben, le clash des égos qui sont trop masculins. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est comme un peu les piles, tu Et- vois ce que je veux dire? Tu mets deux piles plus, le courant il va moins bien passer que les piles moins et plus, tu vois? oui, c'est vrai. C'est vrai, Mes et comparaisons de malgré piles. tout, ben. Et malgré tout, bah, en fait, j'ai quitté mon travail dans lequel je m'épanouissais, donc dans l'Est, hein, euh, et puis en même temps, j'avais vécu des choses un peu difficiles. Juste avant de partir, j'ai failli me faire tuer 2 fois dans le cadre de mon travail. Euh, J'avais plus foi à la justice, il y avait eu le Covid, enfin bref, il y avait plein de choses qui faisaient que, au bout d'un moment, j'avais besoin de partir aussi de ce milieu-là, même si mon travail et mes collègues, c'était vraiment une super ambiance, on s'entendait tous bien, et j'ai encore des personnes avec qui je suis très proche aujourd'hui de là-bas. Mais j'avais besoin aussi de partir et de voir autre chose, donc j'ai demandé à me rapprocher de son affectation à lui, parce que lui, il habitait dans le 93. Il était aussi de la même profession que moi, il était aussi gendarme. Ah Et d'accord, donc, oui. Ok. voilà. Et donc, en fait, on a commencé à vivre ensemble, et c'était, mais c'était le feu, en fait. C'était incroyable. On faisait plein de voyages, on profitait tous les deux, on avait plein de. Tu vois, j'ai jamais voulu être maman, je me disais toujours, je ne serai jamais maman. Et en fait, j'ai fini par changer d'avis grâce à lui. Parce que je me suis dit, je sais que si lui, je lui fais un enfant, il va savoir l'assumer autant lui que moi, tu vois. Hmm. Et qui sera toujours là, en fait, coûte que coûte. Et donc, du coup, on a décidé de franchir le cap, parce qu'on était très amoureux et que tout se passait très bien, d'avoir un enfant. Et malheureusement, c'est là où tout a commencé à basculer. Voilà, bon, déjà, juste avant d'avoir mon fils, j'ai fait 2 fausses couches. La première, ça n'a pas été en soi compliqué parce que je savais, je m'étais préparée, je m'étais dit, bon, ça peut arriver d'avoir une fausse couche dans ma famille, je sais que beaucoup de femmes en ont fait, notamment ma mère. Donc, ben voilà, je m'étais un petit peu préparée. Sauf que la deuxième, ça a été quasiment coup sur coup en fait. Et la deuxième, ça avait été beaucoup plus difficile parce que je m'étais dit, en fait, j'arriverai jamais à tomber enceinte et je comprends pas pourquoi moi, pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a pu faire pour que en fait, on ne puisse pas nous donner cet enfant, quoi. Et finalement, contre toute attente, on a réussi à avoir, bah, j'ai réussi à tomber enceinte, on a réussi à avoir notre fils du coup. Et c'est vrai que les 2 premiers mois de ma grossesse, j'étais très fatiguée et très malade surtout. J'avais beaucoup de nausées, j'avais beaucoup de mal à me lever. J'étais vraiment très 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 fatiguée. Faut pas croire, mais faire un enfant, c'est fatigant. En fait, tout dépend des femmes, Le mais faire, ça oui. a Le été. construire aussi, je pense. Mais le faire, Oui, le faire, c'était plutôt sympa. Mais, euh, mais voilà quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais que ben, lui, il était de moins en moins bien.
Donc j'ai essayé de le questionner parce que moi, la communication, c'était quelque chose de très important pour moi dans un couple. Et je lui ai posé des questions, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu es beaucoup plus distant. Tu me dis, non, mais c'est pas ça, c'est que vu que ben, tu es malade et je le comprends, tu es enceinte, tu portes la vie, ben, j'ai beaucoup de choses à gérer moi de mon côté et c'est vrai que c'est fatigant, mais ne t'inquiète pas, ça change rien, c'est comme ça, quand tu iras mieux, ça ira mieux, mais voilà, pour l'instant. Et c'est vrai qu'en plus, pendant cette période-là, j'ai été très dure avec lui, donc en fait, j'ai essayé de le laisser un petit peu souffler. Et, euh, et je me suis pas rendu compte en fait qu'il y avait vraiment quelque chose. Je m'en suis rendu compte Mm. beaucoup plus tard malheureusement. Et c'est arrivé à 4 mois de grossesse du coup. Moi j'étais à 4 mois de grossesse. En fait un petit peu avant, on n'avait toujours pas eu de rapport depuis le début de la grossesse. Et je lui dis en fait c'est bon, je vais beaucoup mieux. Enfin qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas qu'on ait de rapport? Pourquoi tu veux plus rentrer dans notre intimité? Et donc ce qu'il me disait c'était ben j'ai peur parce que tu es enceinte. Ce que je pouvais comprendre, tu vois, j'avais déjà un gros bidou en plus. Je m'étais dit, bah, en fait, oui, je peux comprendre qu'il ait peur de faire du mal à l'enfant ou de me faire mal. Et j'avais beau le rassurer, ben, en fait, c'était non, quoi, tu vois. Et on a réussi à avoir un seul rapport, en fait, une semaine avant que j'apprenne ce qui s'était vraiment passé, en fait. C'est-à-dire que, alors, à contrario, il était toujours aux petits soins. Il savait que j'avais les pieds qui gonflaient un peu à cause de la grossesse, parce que j'avais fait une prééclampsie. Et du coup, ben, il me massait les pieds quasiment tous les soirs, tu vois. Il me préparait à manger, il me donnait un bain, enfin, tu vois toutes les attentions que j'avais toujours eues finalement. Et, euh, et en fait, un soir de novembre, on était tous les deux dans le lit et je reçois un message d'une collègue de travail, donc de son travail, hein. Parce qu'on travaillait sur le même endroit, mais c'était un service différent. Euh, et en fait, cette collègue me dit, voilà ce que Lilian, donc mon ex, a envoyé comme message à ma femme. En fait, c'était un couple lesbien. Et là, elle m'envoie une capture d'écran et je vois Lilian qui marque euh, j'aimerais dormir avec toi, avec un cœur. Donc au départ, je pense à un prank. Je me dis, c'est un problème, il s'est fait pirater son compte. Tu vois, à aucun moment, je m'étais imaginé que en fait, mon conjoint actuel, avec qui je suis sur le point d'avoir un enfant, puisse en fait envoyer ce genre de message à une autre femme, qui plus est une femme de son travail, tu vois. Et je connaissais la fille, c'était pas du tout son style, enfin c'était. Puis elle était en couple, quoi, avec une autre femme en plus. Donc Bah, moi, ce elle qui me était choque dans lesbienne, le tu vois. message, c'est que tu vois, il a dit dormir. Il a pas dit coucher. Oui, 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 oui. Et donc je lui Genre, montre le c'est moi qui message. va chercher dans les petits mots, mais je me dis, la différence, elle est Oui, là aussi. Peut-être que ça oui, montre oui, vraiment le côté affectif bien plus que le fait de tromper, tu vois, ou exactement. Ben, c'est ce que je me suis sexuel, rendu entre compte guillemets. après. Je m'en suis rendu compte après, donc je lui montre le message et là je vois qu'il se décompose. Et là, en fait, j'ai compris. J'ai compris. Je vois qu'il prend son téléphone. Je suis maintenant, tu me donnes ton téléphone tout de suite. Et il voulait pas me le donner. Il me dit non, maman, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et là, bah, forcément, je commence à vriller. Et je lui dis, mais non, en fait, tu vas me le donner maintenant, ton téléphone. Tu vas m'expliquer ce qui se passe. C'est quoi ça, en fait? Pourquoi tu réagis comme ça? Et là, il me dit, ben, je vois cette personne-là. J'ai dit, comment ça, tu vois cette personne-là? Je comprends pas, là, en fait. Et en fait, là, il m'annonce qu'il a couché avec elle et que ça faisait plusieurs semaines qu'ils sortaient ensemble. Non, mais déjà, les mecs sont chelous pour aller draguer et tromper leur meuf enceinte. Basique. Mais Mais là, en plus de je ça, vrille. avec une meuf lesbienne. Mais je vrille complètement. Je réussis à prendre son téléphone des mains. Bon, en même temps, il ne pouvait pas trop voilà, aller contre moi à ce moment-là. Je m'enferme dans les toilettes et je commence à lire parce que cet idiot-là n'a pas supprimé les dernières conversations qu'il avait eues avec elle depuis 2 semaines. Donc en fait, je lis les 2 dernières semaines de conversations qu'ils ont eues ensemble. Donc je constate qu'il a couché avec elle. Je constate qu'il lui disait des mots du style je suis à toi, je t'appartiens. J'aimerais tellement qu'on puisse vivre notre relation au grand jour. Et Ah moi, oui, je donc suis c'était pas là. que sexuel, quoi, l'histoire, finalement. Non, 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 non. Et moi, je suis là, enceinte de 4 mois et demi, en couple depuis 3 ans et demi. Et je me rends compte, en fait, que ben, l'homme que j'ai toujours idéalisé venait de me la faire à l'envers, mais ça a été la pire blessure que j'ai eue de toute ma vie. Et
encore plus que l'abandon de mon père sur le moment et encore plus que mon viol, pour te dire tellement que ça m'a mais, déchiré les Malheureusement, entrailles. ça renvoie exactement à tes deux failles en termes de blessures, l'atteinte physique et l'atteinte émotionnelle venant d'un homme. Et si tu regardes bien, ces deux mêmes traumas, finalement, se ressemblent beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça a été une épreuve mais insurmontable parce qu'en fait, je l'ai appris et 2 jours après, mes grands-parents devaient venir pour une semaine chez nous à la maison. Et pour sauver les meubles, pour éviter de parler de ce qui s'est passé parce que j'avais honte d'être une femme cocu, et ben, en fait, j'ai dit, on va faire comme si de rien n'était. Et Comme un peu j'ai pour pas envie l'histoire que du mon mariage, grand-père, finalement. voilà. Et je voulais pas que mon grand-père, ça le rende malade, ce genre de choses, et ce qui était malade du cœur. Et j'ai dit, ben, on va faire comme si de rien n'était pendant la semaine où ils seront à la maison, et comme ça me laissera le temps de réfléchir ce qu'on fait tous les deux. Donc pendant une semaine, j'ai fait genre que tout allait bien, qu'on était amoureux, qu'on était heureux, la journée quand on passait la journée avec eux et le soir, en fait, quand chacun rejoignait leur chambre, en fait, moi, je m'effondrais, je pleurais toute la nuit. Toute la nuit, je pleurais. Et le lendemain, quand ma grand-mère me voyait, me dit, oh, t'as l'air fatiguée, t'as une nuit difficile. Je dis, ben oui, tu sais, le petit, il a beaucoup bougé dans mon ventre. Enfin, je trouvais toujours une excuse, tu vois, de la grossesse. C'est pour ça que j'ai les yeux éclatés. Mais en fait, c'était pas du tout pour ça. C'était parce que je venais d'apprendre que l'homme de ma vie, clairement, euh, avait une double vie avec une femme que je voyais encore tous les jours au travail. Parce qu'elle était, en fait, on habitait à côté, quoi. Dans une caserne de gendarmerie, on vit dans Ouais. presque les mêmes bâtiments, tu vois. Et toi, Donc je t'avais la quelle... croisais Attends, je de vais dos. chercher juste ma petite bouteille d'eau 2 secondes. Mais toi, t'avais quelle relation Mhm. avec cette fille? Tu la connaissais bien ou... Attends, Ben, j'arrive. je la connaissais sans plus. Je la connaissais sans plus. On s'était déjà vu. Yeah, c'est bon. Je disais donc, je la connaissais sans plus, mais on s'était déjà croisés lors de soirées. Quand elle me voyait, on était enceinte. Elle me disait alors, comment ça se passe la grossesse et tout. Enfin oui, non, mais une vraie... bref, je vais pas dire de mots grossiers, mais non, non, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait les risques qu'elle encourait à avoir une relation avec mon ex à cette époque, tu vois. De briser une famille, clairement. Et de toute façon, je suis allée la Non, voir. mais Enfin, j'ai outre voulu que aller la ça, tu voir. vois, moi, ce qui me choque dans l'irresponsabilité de certains hommes, c'est que déjà d'une, tu vas coucher ailleurs pendant une grossesse, mais jamais à un seul moment, quand bien même protégé ou pas, tu te dis que tu peux transmettre aussi des maladies, des choses Et à ta ben, c'est femme ce qui et s'est à ton passé. enfant, en fait, tu vois. Et ben, c'est ce qui En s'est plus. passé. Mm. Parce que, ben, forcément, Donc je la lui ai meuf est posé souvent la lesbienne de question. base et en plus elle te refile des IST, quoi. Donc, en fait, forcément, j'ai posé la C'est question grave. à mon ex, hein, qui était mon conjoint. Je lui ai dit, est-ce que tu as mis une capote? Bon, bien évidemment, il m'a sorti que oui, sauf que je savais qu'il me mentait. Donc, pendant tout ce temps-là, je parlais toujours avec la meuf de cette gonzesse-là. Mm. Et je lui ai posé des questions. En fait, on posait des questions chacun de notre côté aux personnes pour voir s'ils avaient déjà le même discours. Forcément, ça ne concordait pas. Et ouais. Donc, j'ai appris qu'en fait, il avait couché avec elle qu'une seule fois, certes, mais que c'était pas protégé, quoi. Sauf qu'une lesbienne ne prend pas de pilule. Donc, imagine, sur le moment, je me suis dit, non seulement il m'a peut-être refilé quelque chose, mais ça se trouve, il a même foutu enceinte. Et là, je me suis dit, mais comment je vais réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, en fait, tout mon monde s'est effondré à ce moment-là. Et ça a été Ouais. la première fois de toute ma vie où j'ai eu un acte violent envers quelqu'un. En fait, il était assis Tu sur le lit, m'étonnes. donc je l'ai réveillé le matin. Et je lui ai dit, maintenant, dis-moi clairement, est-ce que tu as mis une capote ou pas? Puis il me répétait que oui, que oui, que oui. Et là, je commençais à m'énerver et je lui ai dit, arrête de me mentir. Elle a dit que non, vous n'étiez pas protégée. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux et me dit, bon, bah, c'est bon, oui, je t'avouais, j'étais pas protégée, t'es contente. Et en fait, ma main, elle est partie toute seule, il s'est pris une claque. Alors, je Bah, tiens à le excuse-moi, mais préciser, bon. ce... ouais, mais ce n'est pas quelque chose à reproduire parce que si c'était à l'inverse, si c'était lui qui m'avait foutu une claque, tu vois, les gens diraient attention, cet homme, il a foutu une claque à cette femme parce qu'il il a appris qu'elle l'avait trompée, qu'elle s'était pas protégée. En fait, je pense que la Bon, violence, il faut qu'elle. Alors, je peux comprendre, mais j'aurais pas dû avoir ce geste-là et je m'en suis oui. excusée plus tard. Je lui ai dit effectivement, je n'aurais pas dû être violente, ça ne se fait pas. Il ne faut pas avoir de violence dans un couple ou ex-couple, ça ne devrait pas avoir lieu. J'aurais dû taper sur autre chose que sur lui à ce Oui. moment-là. Mais en fait, le coup, il est vraiment parti tout seul. Et je me suis effondrée, effondrée, effondrée. Et en fait,
on est allé voir des thérapeutes de couple. Moi, de mon côté, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de faire en sorte de continuer à me nourrir, de continuer à Oui, tu avais essayer de conscience qu'il y avait pas. plus que toi à prendre soin aussi, là, pour le coup. Mais là, bien évidemment. Et puis, je me suis dit, mais tu te rends compte, j'ai un enfant dans mon ventre qui sent tout. Tout ce que Ouais. je ressens, il le sent. Donc, c'était impossible pour moi de le laisser dans cette, enfin, de le laisser avoir ces bagages émotionnels-là. Donc j'ai vraiment tout fait. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des kinésiologues aussi pour Mm. justement éviter que ces bagages émotionnels arrivent jusqu'à mon enfant. On a fait des thérapies de couple pour essayer de sauver notre couple parce que malgré tout, je voyais, et il s'en est énormément voulu, il a tout fait, mais vraiment pour le coup, il a tout fait pour se faire pardonner. Il a tout fait pour... En fait, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait parce que ce n'est pas une excuse. Mais cette période-là, en plus de la grossesse qui était un grand chamboulement dans sa vie, on a un ami à nous qui était aussi très proche de lui qui s'est suicidé. C'était notre voisin aussi, donc un gendarme, qui s'est suicidé avec son arme à feu. Et ça a été un moment de descente aux enfers pour lui, parce qu'il y a eu ça, et puis en plus de ça, il devait passer des tests qui étaient très importants pour lui au niveau professionnel, qu'il a raté, parce qu'il s'est blessé. Et ça a été aussi quelque chose qui a été difficile, tu vois, pour lui. Il y a eu plusieurs échecs à ce moment-là. Cette femme qui s'est rapprochée de lui parce qu'elle l'avait toujours trouvé beau, elle le disait clairement. Et en fait, il a été faible, clairement, il a été Ouais, ultra faible. voilà. Et il est tombé dans ses griffes, quoi. Mais c'est de sa faute. C'est pas de sa faute à elle, hein. C'est de sa faute à lui aussi. Parce que c'était à lui de mettre les bases, c'était à lui de dire non, en fait, j'aime ma femme, on va avoir un enfant, Après, je pense que Voilà, tu vois, on en revient bref. à ce principe des hommes qui ne maîtrisent pas leurs émotions et qui créent des dommages collatéraux. Tu vois, là, on a Virginie à qui je fais un coucou, qui avait fait première vidéo avec nous. Voilà, tu vois, quand bien même tu peux te remettre en question, une fois que les choses sont quand même brisées, euh, attention, et je sais que là ça va paraître extrême, tu vois, ta claque en échange, pour moi c'est pas anodin, tu vois, bon, même si je ne Mhm. participe pas à la violence. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, pourquoi Mhm. lui, émotionnellement, il aurait eu le droit de réagir comme ça, et toi, t'aurais pas eu le droit, en fait, de réagir d'une autre manière. Parce que c'est assez lâche et assez faible de se dire que, ok, j'ai beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie, même si physiologiquement, les hommes et les femmes ne sont pas construits de la même façon, ça ne te donne aucun droit d'avoir ce manque de... et de toute façon, on le dit très bien, hein, c'est simple, les hommes sont très égoïstes, ils vont penser à eux d'abord, à leurs propres besoins, bien avant de leur conjointe et le reste. Mais je veux dire, là, c'est aussi mettre en danger quelqu'un. À contrario, même si tes émotions sont un petit peu bousculées, tu es censé revenir vers ton centre et ce qui te Mhm. construit, pas ce qui te déconstruit, tu vois, ou fuir Mhm. finalement quand même. Tout à fait, mais en fait, donc il y a eu cet épisode-là, et puis après, voyant, tu vois, qu'il s'en voulait vraiment et qu'il faisait tout pour en fait se faire pardonner, et sachant qu'avant ça, tout était parfait dans notre couple. Tout était parfait. Donc je Mais de me toute suis façon, c'est dit, comme tous mais les hommes. À partir du moment où la vérité est dite, tu vois ce que je veux dire, ça reste un mec. hmm, Hein, tout va bien jusqu'au moment où on sait la vérité, tu vois. C'est triste, c'est mais c'est un ça. peu ça aussi. Et donc j'ai quand même décidé d'essayer. Alors je ne lui ai pas pardonné parce que c'était trop dur, c'était trop frais, c'était. Mais j'ai décidé de laisser une chance à notre famille en fait, d'être une vraie famille. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Ben, voilà, je portais la vie. Une femme qui est enceinte, je pense que si je n'avais pas été enceinte, j'aurais réagi complètement différemment. Mais là, j'étais Oui, puis il y a enceinte, j'avais l'émotivité, il y a besoin les de... hormones, il y a tout, quoi. Il y a plein de choses. Et je me suis dit, ben, on va essayer malgré tout. Euh, donc, je tiens à préciser que toutes les séances de psy que j'ai fait, kinésiologue et tout, c'est lui qui a tout payé avec son argent. Bah, heureusement, hein. Ouais, je sais, mais t'as Pardon. beaucoup d'hommes qui ne le feraient pas. T'as Ah oui, beaucoup c'est d'hommes qui ne clair. le feraient pas. C'est clair, c'est Mais clair. il a tout fait pour me prouver qu'en fait, je pouvais lui faire confiance à nouveau, quitte à me laisser les codes de son téléphone, tout ça. Enfin, voilà, je veux dire, il y avait plein de choses, tu vois, qui faisaient que je me disais au fond de moi, Il avait pris c'est peut-être conscience, arrivé une quoi. fois, il a pris conscience, je le vois, je vais quand même essayer de lui laisser une seconde chance. Donc, moi, entre-temps, je passais aussi mon examen d'officier de police judiciaire, en plus de ma grossesse, en plus d'apprentissage, ça a été une année très émotionnellement dure, mais malgré tout, j'ai réussi à avoir mon diplôme. Euh, Malgré tout, ben, j'ai eu la naissance de mon fils, même si l'accouchement a été plus que catastrophique.
Mon fils, c'est la plus grande merveille que j'ai dans ma vie. C'est rien que d'en parler, ça m'émeut beaucoup. Mais mon Mmh, fils, c'est vraiment enfin. c'est mon bébé. C'est voilà, c'est ma vie, c'est mon tout. Et jamais je reculerai derrière ce que j'ai fait, c'est-à-dire à essayer de sauver notre couple malgré tout, parce que je peux avoir le mérite de dire que j'ai essayé malgré tout de donner une vie avec un cadre parental en fait pour notre fils, quoi. Mhm. Donc on est restés ensemble, on a tout fait pour, on a eu des moments où ça allait, des moments où ça n'allait plus. Et jusqu'au moment où j'arrive en fait à avoir ma mutation pour pouvoir partir de là où on était et donc aller là où je suis actuellement. Et, euh, et en fait, on s'était dit, ça y est, c'est le nouveau départ. En plus, je me rapprochais de ma famille, c'était trop bien. Elle, je la verrai plus. Enfin bref, c'était vraiment, pour moi, je l'ai vu comme un nouveau départ et tout allait aller mieux. Et donc lui, il a quitté son travail en plus, parce qu'il voyait bien que c'était nocif, parce que il faut savoir que dans ce genre de milieu, il y a beaucoup de tromperies, donc c'est compliqué à vivre. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure du temps, vers la fin de l'année, là, on avait des projets ensemble, on devait faire construire une maison, tout ça, mais j'avais de moins en moins de désir pour lui, en fait. J'ai l'impression que le fait d'arriver ici, dans ce nouveau lieu, me permettait d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et je suis quelqu'un de très rancunière, qui n'oublie pas quand on lui a fait du mal. Et en fait, je me rendais compte que je n'arrivais pas, malgré tous mes efforts et tous ces efforts, à passer au-dessus. Et vers la fin de l'année 2024, j'ai complètement abandonné mon corps, dans le sens où je faisais n'importe quoi. Je faisais des entraînements de sport au point de complètement me faire mal, sans faire attention à moi. Je mangeais n'importe comment. Quand, attention, toujours sans être en service, hein, mais quand je consommais de l'alcool, j'en consommais 2 fois trop. Alors, en dehors du service, bien évidemment, je précise, mais en fait, je me rendais compte que j'étais en train de m'auto-détruire clairement. C'est ce que je voulais dire, Et ouais, j'ai eu c'était ce ça déclic. aussi, Ouais. dans la relation. Et j'ai eu ce déclic parce qu'en plus avec le travail, j'avais beaucoup de travail, donc forcément, ben voilà, c'était compliqué. La pression de Et la j'ai eu charge ce mentale, déclic en. de ce métier Ouais. aussi, quoi. Enfin, je veux dire que Mm, quand on mm, mm. voit des choses, on en parlera dans une autre série, mais c'est pas comme C'est si tu ça. étais caissière à Carrefour, quoi. Et encore que j'ai rien, hein, celles de Carrefour Oui, bien peuvent sûr. rencontrer. Chaque métier est pénible, hein. Ou chaque métier a sa pénibilité, mais en fait, je me suis blessée donc en service. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés le 30 décembre, hein, juste avant de partir en vacances. C'était génial. Et en fait, je me suis retrouvée du coup un long processus de guérison pour ma jambe et forcément ne plus pouvoir rien faire, ne plus avoir ce sport qui me permettait d'avoir un échappatoire, tout ça. Donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup ruminé. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne l'aimais peut-être plus et que ça faisait peut-être déjà un moment, mais que je me voilais la face parce que malgré tout ce qui a pu se passer, c'était toujours quelqu'un qui était présent pour moi, qui prenait soin de moi. En fait, je m'en suis énormément voulu parce que je me suis dit, de tous les hommes qui m'ont fait du mal, c'est le seul qui m'a fait beaucoup de mal, certes, mais qui malgré tout m'a toujours respecté. Et s'est toujours bien occupé de moi. Donc comment je peux, moi Cora, comment je peux accepter de laisser partir un homme comme lui pour le simple fait qu'il ait pu me tromper une fois. En fait, je raisonnais comme ça à cette époque-là, avant de comprendre ma valeur, avant de comprendre, tu vois. Donc ça a été un long processus. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi et j'ai fini par me dire qu'en fait, on ne pouvait plus rester ensemble parce que j'étais pas heureuse avec lui et que j'avais besoin tout simplement de prendre mon envol de mon côté, de guérir de mes propres blessures parce que je voyais bien aussi que la blessure avec mon père était encore beaucoup présente, notamment depuis l'arrivée de mon fils. Euh, j'ai fait un garçon, hein, donc forcément, voilà, ça n'arrange pas grand-chose, même si je, Quand même. en fait, Même oui, dans transgénérationnel, je pense que tu vois, tu aurais eu une fille, ça aurait eu peut-être un impact encore différent. Mais le fait aussi que là, tu prennes conscience, et c'est des âges un peu clés, tu vois, la trentaine, mm, même au niveau astrologique, avec le retour de Saturne en général à nos 32 ans,
c'est là où il peut y avoir des événements qui bouleversent beaucoup. Et je pense que là aussi, le fait d'avoir eu cet enfant, tu as eu accès à ce qu'on appelle aussi la forme d'amour inconditionnel. Donc, tu as pu te Mm, suffire aussi d'un amour qui venait de toi. Chose que tu n'avais pas faite peut-être jusque-là à travers les différents traumatismes. Et c'est pour ça que je te disais, et on en a parlé plus personnellement, qu'il faut aussi, en tant que femme, prendre ce temps pour guérir seule, afin déjà d'une, de ne pas reproduire certains schémas, mais surtout d'apprécier la personne qu'on est à notre juste valeur quand on est seul, tu vois. mhm, mhm. Ça, je suis encore en train de guérir à ce niveau-là, on va dire, d'essayer de faire le point sur moi, d'apprendre qui je suis vraiment, ma propre valeur, de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans ma vie. C'est encore difficile pour moi parce que j'ai toujours ce besoin, je vais le dire, hein, de dépendance affective, hein, clairement. J'ai encore ce schéma qui est ancré en moi depuis le plus jeune âge où j'ai besoin d'un homme euh, pour être quelqu'un, alors que c'est complètement paradoxal puisque je suis une femme forte et indépendante qui a su faire son chemin seule finalement, parce que j'ai pas eu besoin d'un homme pour C'est ça. avoir mon bac, j'ai pas eu besoin d'un homme pour être gendarme, j'ai pas eu besoin d'un homme pour éduquer mon fils, j'ai pas eu besoin d'un homme pour avoir mon diplôme d'OPJ. Je me suis fait toute seule. Mais je pense que il m'a fallu du temps pour comprendre ma propre valeur, pour prendre conscience de qui je suis. Je suis en train de guérir, je me documente beaucoup, je demande à des amis de tirer les cartes. Voilà. Mais Après, moi, ce que je vois avec Gwendoline, c'est que j'ai toujours été là, pas forcément tout le temps, mais à des moments super clés, tu vois. oui, c'est Genre, vrai. Bah, comme toi quand tu m'as appelé, quand tu avais besoin de conseils. c'est pour ça que, voilà, et ça va toucher un petit peu sur le mot de fin, que c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de créer ce podcast sur les violences, mais aussi pourquoi on tolère certains comportements dans nos vies malgré qu'on soit des femmes. C'est un nouveau Il faut. concept entre femmes, tu vois. Des femmes, des femmes fortes et indépendantes. Comme on le disait hier dans le podcast avec Nati, on a souvent confiance en nous, mais on manque d'estime de nous-mêmes. Et ça, moi, c'est Mm, la leçon que j'ai appris l'année dernière. Et pour en revenir du coup au lien avec Gwendoline, dès qu'il s'est arrivé cette chose, il n'y avait plus beaucoup de personnes à qui en parler. C'était un contexte bien compliqué aussi. Et je pense que les vrais amis, c'est aussi ça. C'est pas forcément les gens qui sont là tous les jours et de façon constante, c'est les gens qui sont là malgré les aléas de la vie, les épreuves, et oui. qui peuvent répondre à des besoins émotionnels encore qu'on n'arrive pas à trouver à l'intérieur de soi ou qu'on n'a pas tout simplement comme ressources. Donc aujourd'hui, c'est le mot, moi en tout cas, que je voulais dire avant de te donner la parole pour savoir ce qu'on peut te souhaiter et ton message aux femmes. Moi, le mien, c'est de vous dire que vous êtes, et je vois toutes celles qui sont passées sur la vidéo, des femmes exceptionnelles. Et au plus que je fais ces podcasts, je me rends compte de la force, tout simplement innée des femmes et de la façon dont elles l'utilisent sans s'en rendre compte Mm, dans leur quotidien pour s'affirmer elles-mêmes. Donc, je ne fais pas non plus la propagande du féministe, mais au final, c'est ce qu'on retient de beaucoup de femmes aujourd'hui. Comme tu disais, vous savez élever des enfants seuls, vous savez faire face à des traumatismes ou à des violences, entre guillemets, d'événements que peu d'hommes arriveront à faire face sans se noyer dans une catastrophe émotionnelle ou un chaos vivant. Vous êtes plus qu'inspirante parce que vous n'abandonnez pas. mhm. Donc, cette vidéo, c'est encore la preuve que malgré ce qu'on vit, déjà d'une, on peut se rendre justice, on peut rendre justice aussi à d'autres femmes parce qu'on procure et parce qu'on apporte dans notre quotidien. Donc, vraiment, moi, en tout cas, mon mot, c'est merci parce que sans les aides des unes et des autres, on n'aurait pas une communauté qui prend la peine et qui assume de parler de sujets aussi difficiles. Tu vois? Mhm. C'est certain, et Bon, je te remercie de m'avoir laissé la parole parce que c'est vrai que qui est quand même délicat à aborder. Euh, et si je dois donner un conseil aux femmes aujourd'hui, c'est en fait, il faut pas. Alors, il faut guérir déjà de ces blessures parce que moi, pendant très longtemps, je me suis refusée
d'aller voir un psy ou de me faire aider, ou même de prendre conscience de ce que j'avais vécu. Et en fait, ça n'a fait que s'accumuler, s'accumuler. J'ai eu un peu le syndrome de l'éponge, c'est-à-dire, enfin, une éponge, tu vas la mouiller, mais au bout d'un moment, tu auras beau l'imbiber d'eau, elle ne pourra plus rien absorber puisqu'elle est déjà pleine. Et j'ai eu ce symptôme-là, enfin, ce syndrome-là, pardon. Et quand on arrive à un point où l'éponge ne peut plus rien absorber, en fait, tout ce que tu auras fait dans ta vie, il n'y aura rien qui sera fait convenablement puisque tu seras avec un trop-plein émotionnel. Et je m'en suis rendu compte notamment au niveau de mon travail, au niveau de ma vie de famille, ma vie amicale. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien donner parce que j'étais pleine en fait. Et c'est là où tu te dis, il y a un problème, tu peux pas continuer à vivre comme ça. Donc je pense qu'il faut déjà essayer de guérir ces blessures, prendre pleinement conscience que ben, le fait d'avoir des traumatismes, le fait d'avoir des blessures, et le fait qu'on ait pu nous toucher, que ce soit émotionnellement, physiquement, ce n'est pas une honte. Il faut vraiment le dire. On a tous besoin d'aide, on vit tous des choses qui sont pas faciles dans nos vies, à certaines échelles pour certains. Euh, mais il faut malgré tout se battre, rester indépendante. Ça, c'est vraiment le. Alors, si je peux le dire, mais les femmes, soyez indépendantes, allez travailler, gagnez votre argent vous-même, ne dépendez pas d'un homme, faites tout pour être, euh, pour être indépendante le plus possible. Parce que si vous dépendez d'un homme, c'est là en fait où vous n'arriverez pas à partir s'il y a quelque chose qui se passe. Et vous resterez dans un schéma en fait qu'on a vécu pendant des années, nous les femmes, et c'est pas le bon truc. Il faut se construire en fait soi-même. Et ça prend du temps pour certaines. Moi, ça a pris beaucoup de temps pour que je puisse réaliser que je n'ai pas besoin d'un homme pour vivre. La preuve, j'ai enchaîné avec les hommes. Et malgré tout, je tiens quand même aussi à le dire, il y a des hommes bons sur Terre. Il n'y a pas que des monstres. Il n'y a pas que des abuseurs. Il n'y a pas que des manipulateurs. J'en suis la preuve. Depuis mon enfance, tous les hommes que j'ai fait rentrer dans ma vie ont eu un moment où ils m'ont fait beaucoup de mal. Et pour autant, ben, ça ne m'empêche pas de me dire qu'il y a des hommes qui sont bons et ça ne m'empêche pas de penser qu'un jour je tomberai peut-être sur quelqu'un qui me respectera et qui m'aimera à ma juste valeur. Donc ne perdez pas espoir. Après tout, Madonna elle a eu son mari à 60 ans alors qu'il avait 20 ans. Donc j'attendrai peut-être d'avoir 60 ans, qui sait. Aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens de nos âges qui n'ont pas tardé à divorcer. Donc, peut-être que votre Oui, mari est déjà marié. oui, c'est vrai. Ah, mais, outre que ça, comme tu dis, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même une fois que vous en êtes à ce stade et en étant indépendante, ne faites pas rentrer n'importe qui parce que, bon, moi, je vois dans mon cas, j'ai toujours été indépendante, mais malheureusement, je me suis fait illusionné plus que ce qu'il fallait. Mais comme le dit Gwendoline, c'est vrai qu'il y a encore, je pense, de bons hommes sur Terre, mais soyez déjà une bonne femme pour vous, Ouais. pour votre avenir. Et quand vous choisissez un homme, réfléchissez à plus grand que juste être le géniteur de votre enfant. C'est la personne avec qui vous allez discuter des factures, c'est la personne avec qui vous allez devoir affronter des épreuves dans votre vie. Donc, si cette personne n'est pas capable de vous rejoindre, encore une fois, je redis ce qu'on a dit hier, ne baissez pas vos standards pour quelqu'un qui n'a même pas la capacité de vous arriver à la cheville, parce que c'est un peu Mm. ça aussi, le principe. Et puis, de toute façon, on retrouve Gwendoline bientôt dans notre série, justement, sur les violences conjugales, où elle nous parlera un petit peu plus de son travail, justement, et donc de son travail comme OPJ, de ce qu'on peut Avec grand voir, plaisir. et bien sûr, de la charge mentale des femmes dans ces métiers parce que c'est important également. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Merci pour d'avoir été ma technicienne de live. Du coup, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode du Social Girls Club. Il va arriver sur YouTube. J'attends que ma X-Girl, soit réactive au niveau de la republication de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à toi, Gwendoline, pour ce témoignage. Merci à toi pour cette amitié qui dure depuis des années et de m'avoir fait confiance pour ce podcast. J'espère que ça t'aura aussi bien aidé à parler de tout ça. Et on se retrouve du coup très 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 bientôt tous ensemble. Et n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo et bien sûr nous mettre quelques petits commentaires. Merci à toi, Meg. À bientôt. Bisous. Bisous.